Et bonjour les bipèdes. Qu'est-ce que c'est que cette introduction? Bah oui, on a changé. Ah oui, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça, tiens. Lapin. Bon, on est toujours à Annecy, voilà pour la partie 2 de notre périple, de notre fantastique périple à Annecy, au festival. On est toujours aussi crevé à peu près, voire un peu plus, mais on fait quand même cette émission parce qu'on a vu énormément de choses, et quand je dis nous, ce n'est pas seulement moi le doc, mais c'est également Djeko. Salut Djeko. Salut les bipèdes. Et oui, on est bien crevés, hein. Je suis bien fatigué ce soir. Je sais pas comment j'ai terminé l'émission, mais c'était absolument époustouflant. Eh ben, écoute... J'ai des étoiles dans les yeux. Et Néo, bonjour, salut Néo. Bonjour, salut tout le monde. Oui, c'était 2 jours qui étaient encore plus ouf que les 2 premiers, notamment la journée d'hier. Et je pense qu'on va attaquer direct. Mais attaquons direct, mes petits loulous. Je buvais un coup, j'ai failli m'étouffer. Alors, le temps que tu t'étouffes pas, Oui. évidemment, comme d'habitude, hein, pour les gens qui ont envie de nous soutenir, il y a le Patreon. Ouais. $1, $3, $5. Yes. Et il y a toujours le Spreadshirt et les PayPal si vous avez envie. Yes. Voilà. Et puis voilà, c'est parti, en avant. Eh ben voilà. Et on remercie d'ailleurs tous les Patréobipèdes qui nous soutiennent. Merci du fond du cœur, que ce soit en abonnement, effectivement, en abonnement Patreon et en don PayPal. Je remercie d'ailleurs quelqu'un de particulier, mais qui ne veut pas qu'on cite son nom. Mais merci beaucoup. Voilà, tu te reconnaîtras, toi. Djeko, tu voulais dire quelque chose? Du coup, les Patreons ont le droit à un truc un peu spécial sur cette couverture Annecy, c'est ça? Ouais. Je crois bien, mais peut-être qu'on en On en parlera tout à parlera l'heure. un tout petit peu après. Mais effectivement, il va y avoir peut-être de bonus pour eux, parce que merde alors. C'est aussi grâce à eux qu'on est là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a vu? Qui veut commencer? Bah, moi, je suis chaud. Hein. Eh ben, Ouais, vas-y, vas-y, chaud. mon Néo. On l'a vu tous les 3 de toute façon. On a commencé la journée de mercredi avec Sony Pictures Animation, qui cette fois n'anime pas, mais montre... Ah non, on n'était pas tous les 3. Bah non, j'étais pas, moi. Tu n'y étais pas. D'un coup, je me On disais, était merde. avec tous les Djeko, deux, ouais. que Ah j'ai ouais. réussi à faire rentrer En snake. en sneaky. En sneaky, ouais. Et oui, Sony Pictures Animation, donc qui ne font pas d'animation sur ce créneau, mais qui sont plutôt les publishers, les éditeurs, les... Voilà. Il y avait ils ont présenté 2 séries. En fait, 2 séries pour adultes, notamment. Même s'il y en a une des 2 qui était un petit peu tout public, quand même. La première, c'était une série complètement oufissime. Moi, j'ai été surhypé sur Elvis Presley, qui Non, s'appelle... mais Elvis Presley, quoi. Enfin, le truc... à la base, t'as pas envie de regarder du Elvis Presley, c'est un truc de Alors, boomer. Mais sans déconner, Rock and moi roll. moi aussi j'ai été hypé. J'avais des étoiles dans les yeux, j'ai envie de voir le truc maintenant, là. Moi, je leur avais dit... Mais c'est quoi, bordel? Je leur avais dit, ça s'appelle Agent King. Et l'idée, en fait, le pitch, c'est... Et si les gens qui disent qu'Elvis n'est pas mort et est un agent secret, en fait, du FBI. Et qu'ils avaient raison, et qu'ils étaient pas morts, et que c'est ça un agent. Exactement. C'est Kingsman, un peu. Mais Ouais, Agent Ouais, mais en version King. beaucoup plus cool. Ouais, en version beaucoup plus Elvis, quoi, tout simplement. bah oui. Et c'est ce que je leur disais, moi je connais pas du tout Elvis et j'ai été super hypé par le projet. On retrouve au design Robert Valley, hein, qui a un gros nom du milieu évidemment, et qui a encore sorti des designs incroyables, je trouve. Pour vous donner une idée du style un peu, alors pour ceux qui connaissent Funky Cops, une vieille série Ouais. Française 2D d'ailleurs, qui était française. très sympa. Avec un peu de 3D d'ailleurs dedans. Oui, c'est vrai, c'était une des premières à mixer un peu les deux, en tout cas à cette échelle-là, et que beaucoup de gens ont connu. Donc il y a ce côté un peu, voilà, les gros designs bien déformés, et avec des gros traits noirs et tout, machin. 76 à mort. Voilà, exactement, on est en plein dedans. Et en fait, l'idée du truc, c'est qu'ils ont fait une liste en fait de tous les événements historiques de la période. Je crois que c'était 60, 70. Ouais, 73, enfin quelque chose Par comme là-bas. Et en fait, leur délire, c'est de se dire, bon bah, comment Elvis arrivait à négocier sa vie de star et en même temps sa vie d'agent secret. Donc, tous les événements de Elvis et tous les événements un peu sociaux ou un peu particuliers qui se sont passés aux États-Unis et comment Voilà. les croiser pour fabriquer le storytelling de l'anime, basé sur le fait qu'Elvis collectionnait des badges Exactement. et qu'il a demandé à ce président américain dont Nixon. je le nom, Nixon, d'avoir un badge de la... Je crois que c'était la FBI, hein, C'est pas agent FBI, fédéral c'est ou le un truc truc contre la comme ça. drogue, là. NSA. Ah oui, les DEA, DEA, la voilà. DEA. Donc il y a un badge qui existe Vraiment, dans pour la le collection de Elvis, Ouais. de la DEA officielle, avec écrit Elvis Presley dessus, avec donc il y a des photos et tout machin. Ce qui a lancé la rumeur qu'il était agent secret, justement.
Et c'est pour ça, en fait, qu'ils sont partis de ce pitch-là. Mais alors, du coup, il serait pas mort quand... Attendez, j'ai pas compris, moi, par rapport au début, vous m'avez dit, si, les gens qui disaient que Elvis était mort, bah, alors que vous me dites que c'est en rapport avec les événements d'Elvis et les événements historiques qui se passaient en même temps. Mais alors, en même temps qu'il était vivant. En fait, c'est juste qu'ils ils vont apparemment se permettre des écarts, comment on dit, historiques. Oui, uchronies. Des uchronies. Voilà, des uchronies, exactement. Il va certainement aller dans des événements où normalement il est pas censé être parce qu'il était censé être mort, tu vois. Genre du Forrest Gump, quoi. Et puis en plus, ils ont envie de faire plusieurs saisons, manifestement. Donc on verra bien. Mais voilà, donc le délire est vraiment, c'est Elvis à donf. Le mec qui a fait le perso, c'est vraiment déchiré pour essayer de retrouver vraiment ce truc avec des poses hyper fortes. Il y a vraiment un feeling Elvis, tu vois. Même moi qui le connais pas, j'ai senti ce truc-là. Ouais. Franchement, je suis arrivé dans la salle avec un putain d'a priori parce que Elvis, quand même. Ça me vend pas du rêve. Et je sais que ça fait partie de la culture américaine, qu'il y a beaucoup de trucs que je trouve parfois un peu grotesques autour de tout ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a quelques semaines, là, il y a un truc qui est passé comme quoi les gens qui imitent Elvis pour faire des mariages doivent payer une redevance. Oui, à Los Angeles. Ouais. Ouais. C'est rigolo. Enfin, bref, non, pas à Los Angeles, à Las Vegas. À Las Vegas, oui, c'est ça. Quand c'est Elvis qui te marie, il faut payer un truc, ouais. Et alors, faut savoir que la série, elle a été travaillée avec la femme d'Elvis, Priscilla, je crois. Priscilla Presley. Ouais, ils ont vraiment beaucoup... pas sa fille. Elle me semblait que c'était sa femme. Parce qu'à un moment, il la monte même dans son canapé et tout, elle lui fait un bisou, machin, ils sont en train de Netflix and chill, quoi, tranquille. Ouais, ok, d'accord. Bref. Ils ont vraiment voulu mettre un max d'Elvis. Effectivement, comme tu dis, il y a un côté très américain. Mais moi, je l'ai senti un peu. Il y a des références certainement qui m'ont échappé. Bon, bref, tout ça pour dire que ça a une sacrée gueule. La musique est extra. Alors, ce qui est génial, la musique est extra. Pourquoi ? Vas-y. Parce que c'est Sony Pictures. Et oui, qu'ils ont les droits. Et bah ouais. Et oui, c'est vrai. Et que du coup, ça tabasse parce que Sony a absolument tous les droits sur la musique et ils s'en sont donnés à cœur joie, quoi. Ouais, c'est ça. Les malins. Ouais, ils disaient que c'était d'ailleurs pour ça qu'ils devaient choisir Sony. D'accord. Et le deuxième programme, du coup, c'était quoi qui présentait ? Je finis juste sur Elvis pour dire que c'est quelque chose de très mature. Il y a vraiment ce côté, on va voir des gens se faire buter et tout machin, ils y vont à fond. Il y a de la déconne, mais c'est ultra mature. C'est très sombre, ultra mature avec vraiment des super plans bien bossés et tout, des belles lumières, ce côté voilà. Et tout ça donc en 2D, 3D quoi, oui, en 2D et demi entre guillemets. Oui, ça a vraiment un look 2D, mais effectivement il y a une toute petite base de 3D. Ok. Donc vraiment voilà, Agent King, si on vous mettra le lien dans les notes de l'émission, mais il y a un petit truc super sympa. Et la deuxième série, c'est Young Love, qui est fait par toute une équipe d'Afro-Américains et qui avait fait le court-métrage qui s'appelait Air Love, pour ceux qui connaissent, qui était une petite fille qui essayait de se faire des trucs avec ses cheveux là, et sa mère avait le cancer et tout. C'était hyper sombre. Il y avait aucun dialogue dans ce court-métrage. Et ce court-métrage a inspiré du coup cette série. Et je crois que le réalisateur du court-métrage, c'est Everett Downing. Je crois, j'ai plus l'info. Un des réalisateurs d'une série Netflix future réalisée par Dwarf. Oh, j'ai rien dit. Et donc Young Love, alors c'est beaucoup plus grand public. Il y a moi ça m'a moins convaincu. Il y a un style un peu plus simple, un peu plus. J'ai trouvé ça pas mal. Moi. Je vais pas dire preschool. Ah ouais, t'as aimé toi ? Ouais. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé. C'est propre. C'est moins, par exemple, c'est moins couillu que le court métrage, par exemple. Tu vois, le court métrage avait une patte un peu plus. J'adorais pas le color grading, mais la palette de couleurs qui a été utilisée. Ouais. Donc la plupart des personnages, pratiquement la totalité des personnages ont des peaux noires, et en fait t'as des reflets cuivrés qui marchent vachement bien. Ok. Et chaque personnage a sa tonalité, et ça fait vraiment partie du color script, j'ai envie de dire. Okay. J'ai trouvé ça assez classe. Je trouve qu'il y a une belle recherche qui a été faite à ce niveau-là, dans la recherche des personnages, dans leur posture, à quoi ils servent dans l'histoire, etc. Alors c'est vrai que moi aussi je l'ai vu d'un point de vue animateur, et autant Agent King il y a un parti pris qui marche bien parce qu'il y a vraiment ce mec qui fait des grands coups de pied en l'air et tout comme ça avec des grandes poses machin qui va vachement avec le style, et là ils sont un peu allés dans la même direction, c'est-à-dire que c'est de l'anime vraiment très pose to pose, et voilà, on sent qu'il n'y a pas non plus un budget de fou. Et du coup j'ai trouvé en tout cas le teaser qu'ils ont montré était pas hyper convaincant à mon sens, mais maintenant c'était par contre vraiment tout. On sent qu'il y a vraiment une vraie âme derrière, qu'ils ont vraiment voulu faire une super histoire très touchante. Et il y a tout le folklore afro-américain avec le salon de coiffure, tu sais, tous ces trucs-là. Donc c'est vraiment rigolo. Mais voilà, un tout petit peu moins convaincu. Bon, Djeko était à donf apparemment, donc c'est que ça pourrait être sympa. Young Love, voilà. Alors je dois faire un mea culpa, les gars. Ah, ce n'est pas lui. Je me suis gouré.
Je me suis gouré visiblement de court-métrage. C'est Air Love, c'est un court-métrage réalisé par Matthew A. Cherry et Bruce Smith, qui a eu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2020. C'est ce qui a permis justement de débloquer la série. De débloquer, voilà. Qui avait été fait d'ailleurs par un financement participatif de $200,000. Donc voilà, grâce à ça, ils ont pu faire le court-métrage Air Love et gagner leur Oscar. Je trouve ça une belle histoire. Ouais, carrément. Voilà. C'était pour faire mon mea culpa. Désolé pour ceux qui ont hurlé derrière leurs écouteurs en disant « Mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte le doc? Il raconte de la merde !» Oui, j'ai raconté de la merde. Oh, ça va, hein. Je suis fatigué, zut. Eh ben vas-y, continue du coup le doc. Eh ben je continue. Eh ben moi j'ai pas du tout vu Rachète-toi. j'ai pas du tout vu des courts-métrages. Moi je suis allé à une démonstration, à une démo d'un outil qui a été fait grâce entre autres grâce à Unity. Et c'est un soft qui s'appelle Previs Pro, donc pour faire de la Prévise. Voilà, merci, il y en Évidemment. a qui suivent. Jeko est en train de s'endormir. Non, j'ai pensé tartiflette. Mais... D'accord, oui, non, ah non, pas ce soir. Ah, on va faire une croziflette. Donc, Previs Pro, c'est quoi? C'est un logiciel donc pour faire de la prévise. Oui, vous allez me dire, il y en a des tonnes. Oui, mais pas des comme ça. Non, parce que cet outil qui est... Alors, pour l'instant, il est exclusif à l'iPhone et l'iPad. Quoi? C'est encore une exclue Apple? Ouais, non, mais calmez-vous. Pourquoi? Parce que dedans... Dans les nouveaux iPhones et dans les nouveaux iPads, il y a ce qu'on appelle un LiDAR, qui permet de faire de la réalité augmentée, de l'AR. Vous savez, on en a parlé dans l'émission d'avant. Donc en gros de filmer une pièce, un endroit avec son iPad par exemple, et il va repérer toutes les... il va faire une espèce de scan 3D de l'environnement et voir les surfaces, etc. Alors ça permet quoi? Ça permet par exemple, avec toute une banque de personnages, d'objets, de choses comme ça, un petit peu comme dans Unity, en gros, où on a une banque d'assets, là, ça permet de faire justement de la prévise avec ça. Donc, on balade son iPad, par exemple, dans son salon, parce qu'on veut on imagine son film d'animation ou son film live dans son salon, mais avec les personnages, et du coup, on va pouvoir asseoir des personnages en 3D, avec des assets en 3D, dans un endroit qui existe, et du coup prendre des photos pour faire du board ou du coup de la prévise, du repérage, etc. Et même de l'animation à l'intérieur, avec un système bien évidemment de focale, un système de DOF aussi pour avoir du depth of field, donc pour avoir du défocus, avant-plan, arrière-plan, etc. Vachement bien foutu. Alors on peut faire ça avec son AR, avec l'AR, donc avec des environnements qui existent, mais pas seulement. On peut créer aussi son environnement ou, par exemple, mettre juste un background, une image de fond, et mettre les personnages devant, et puis ensuite se balader et placer ses caméras à différents endroits. Ces caméras, et puis surtout prendre des images et dire je veux tel cadrage, je veux que le personnage y soit là, etc. Donc avec plein de raccourcis aussi pour faire des pauses de marche, de course, je retourne la tête, je fais la gueule, de machin. Vraiment un taf de layout en fait, de prévise. C'est pas vraiment du layout, parce que le layout c'est vraiment dans l'environnement, dans les environnements de la série d'animation. Là c'est vraiment pour faire de la prévise, du repérage, tiens, je vais te montrer ce que éventuellement je voudrais avec tel environnement, telle caméra, surtout au niveau de la caméra. Donc c'est vachement bien. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission. Il y a des vidéos de démos. Comme ça, je vais pas m'étendre dessus non plus parce qu'il y a plein de démos qui sont vachement bien foutues. Donc ça a été développé par un développeur indépendant. Yann Smith, je sais plus quoi, mais pardon, désolé s'il m'écoute, mais je pense qu'il m'écoute pas parce qu'il parle en anglais. Mais en tout cas, voilà. Donc il a développé ça, et avec la structure Unity, donc plein de choses, toute la techno Unity et le savoir-faire quelque part de Unity. Alors pour l'instant, ce n'est que sur Apple, comme je vous le disais, que sur iPad et iPhone. Mais potentiellement, moi j'ai posé la question à Unity, est-ce que ce serait possible de l'avoir, mais sans la fonction LiDAR, réalité augmentée finalement,
Bah, sans ça, on peut aussi faire utiliser ce logiciel. Il m'a dit, ah oui, pourquoi pas, on va y réfléchir, etc. Parce que je pense que, enfin, connaissant Unity, c'est facile de... non, c'est la bouteille qui a chaud. Connaissant Unity, ça peut être relativement facile de passer d'une plateforme à l'autre en enlevant telle ou telle feature. Ok. Donc voilà, c'est alors, facile, hein, on s'entend, c'est pas trois boutons à dépluguer, mais voilà, le portage est facilité grâce au support Unity. Très bien. Voilà, donc c'était vachement intéressant. Ok. C'est l'ARKit, je crois, de ce dont tu parles. L'arrière quoi? ARKit. ARKit dans iOS. Oui. Ok. L'ARKit, exactement. D'accord, ok. Mais du coup, avec la fonction lidar, donc c'est pas, enfin la fonction, un petit laser le qui truc vient- lidar, qui ouais, vient c'est faire ça. de la reconstruction. C'est intégré dans l'iOS, ça? Ouais. C'est pas une application téléchargée. C'est une feature, enfin ouais, c'est une DLL quoi. Enfin c'est pas une DLL parce que c'est iOS, mais Il y a un truc déjà dedans. C'est une quoi. fonction, voilà, une fonction qui permet de scanner ton environnement en fonction, bien évidemment, de la caméra. et ça évite de réinventer la roue à chaque fois que tu fais de l'AR. Ouais, C'est ouais, ça. Ok. Je vois. Et moi pendant ce temps-là, j'ai été voir une présentation de Disney pour une série d'animations qui va apparaître sur Disney Plus, qui s'appelle The Proud Family. En fait, c'est une saison 2 d'un truc qui existait déjà. C'est une série sur une famille black américaine qui est créée par notamment Bruce W. Smith que vous connaissez bien si vous aimez un petit peu Disney, et un des scénaristes c'est aussi Ralph Farquhar qui avait bossé sur Happy Days et je crois marié 2 enfants, des trucs comme ça. Ouais. Bah Bruce Smith, tu sais que j'en ai parlé tout à l'heure. Ah bon? Bah c'est le co-réalisateur de Air Love. Ouais, c'est ça. Ah mais t'as pas dit Bruce? Bah si, j'ai dit Bruce Smith. Ah Il y bon, avait d'accord. Matthew Cherry et Bruce Smith. Ah d'accord, bah c'est de ma faute Et alors. ben voilà, regardez comme ça se Et, se regroupe entre Disney Plus et en même Sony. temps, sur cette série, t'as aussi Latoya Raveneau, qui gagne à être connue parce qu'elle a une énergie, un dynamisme qui fait plaisir à voir. Et notamment tous les étudiants qui étaient dans la salle, là, honnêtement, ils étaient à fond comme dans un match de foot, là, ouhou et tout. Ok. Vraiment. Et en même temps, tu avais Jeanne Hirota, qui était producteur sur cet anime. Et qu'est-ce que je peux en dire? J'avais déjà vu des épisodes de la saison 1. Donc là, les enfants ont un peu grandi, ils ont changé un petit peu les designs des personnages, c'est assez mimi. Il y a une réinvention qui est réalisée, qui est assez cool. Et en même temps, il y a un truc qui s'est passé dans la salle qui était assez étonnant. Au niveau émotion, il y avait quelques spectateurs qui étaient de couleur noire et qui étaient pas américains et qui ont vu cette série d'animation quand ils étaient un peu plus jeunes, et qui était la seule série d'animation où les personnages qui étaient à l'intérieur, ils leur ressemblaient un petit peu. Et notamment une spectatrice qui était d'origine allemande mais noire. C'était la seule de sa ville, et elle a récupéré des cassettes VHS de la saison 1 qui lui avait été envoyées par une tante et tout ça, et qui l'a présenté en salle de classe avec tous ses autres élèves qui étaient tous blancs. Et du coup, il y a eu un truc là, une espèce de communion qui était assez cool dans la salle. J'ai eu des frissons sur les bras, quoi. D'accord. Comme Disney sait faire, bien évidemment, mais c'était franchement super chouette à voir. Tu veux dire qu'ils ont montré cet extrait-là? Non, c'était une interaction entre quelqu'un qui était dans la salle, Ah, d'accord, ouais. qui a vu ce que j'ai vu, et l'équipe qui venait de présenter le film, en fait. Et c'était vraiment... Ah, qu'il l'a dit, au moment du Q&A, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, C'était d'accord. vraiment grisant. Et clairement, ça m'a donné encore plus envie d'aller voir la série ou Ok. la montrer à mes gamins, en l'occurrence. D'accord. Donc du coup, la saison 1 date de l'époque des VHS où on était tous en sépia. Ouais. D'accord. ok. Ouais, ouais, d'accord, ouais. Donc ils ont changé le style, du coup, complètement. Pas complètement. On passe d'un aplat à un truc un peu plus travaillé, donc il y a un style qui évolue. Effectivement, il y a une question qui a été posée dans la salle qui était intéressante, c'est que Bruce W. Smith, là, il a une patte graphique qui est assez puissante. Ouais. Et là, comme il était plus producteur, il dessine évidemment, mais c'était plus son dessin directement. Et le fait de le voir évoluer, c'était intéressant d'avoir son avis, son ressenti. Dans la grande famille Disney, c'est toujours accepté avec beaucoup d'intérêt, parce que comme on passe des années... je sais pas. Il se passe 2 ans, en fait, de différence entre la saison 1 et la saison 2, alors que dans la réalité, il s'est passé beaucoup plus de temps. Mhm. Il y a quand même des choses qui évoluent, et l'évolution un petit peu graphique à l'intérieur a tout son sens. Je pense que c'est hyper pertinent. D'accord. Ok. J'ai hâte de voir ça sur Disney+, honnêtement. C'est vraiment une série pour enfants, par contre, hein. Ouais. Ouais. Nice. Ok.
Bon, bah Mais cool. Ça, c'était notre petite matinée, j'imagine. Ouais. À tous. Parce qu'après, il y a eu l'un des gros trucs de toute la semaine. Le Netflix Showcase. On y va maintenant ? Alors non, parce que moi j'ai eu une conférence avant Ah, de bah, parler vas-y. du Netflix Showcase. Oh, comment on a teasé le Netflix Showcase. Ouais, t'as vu ça. Non, moi ce que j'ai eu comme conférence, alors c'était une conférence qui était... Honnêtement, c'était pas du tout fun, grosso modo. Non, c'était pas fun dans le sens où c'était pas wouhou de l'éclat de la présentation, regardez nos graphismes comme ils sont beaux. C'était la conférence de Anime France, qui est le syndicat du film d'animation. En France, bien évidemment, puisque comme son nom l'indique, ben oui, ça a l'air un peu con. Non, mais en tout cas, il dressait le portrait. Du coup, il est mort de rire. Il dressait un bilan de l'année écoulée et puis surtout de ce qui allait se passer. Au niveau financement ? Alors au niveau plein de choses en fait, parce que par exemple il y a quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Ah oui. Comment ça ? Et oui, c'est qu'en octobre 2021, le président de la République a annoncé des grands axes de stratégie pour du plan France 2030. Voilà, c'est un plan qu'est-ce que ça vient financier. foutre l'animation là-dedans ? Alors qu'est-ce que ça vient foutre ? Eh bien tout simplement parce que l'objectif numéro 8 de ce grand plan France 2030, avec un logo qui est pas terrible, enfin bon, bref, le mec a été payé, c'est placer la France à nouveau en tête de la production des contenus créatifs et culturels. Ce qui veut dire, voilà, donc créatif culturel, eh ben nous on y est dedans, voilà. Ouais. La tête de Néo, quoi. Non, mais ok, donc concrètement ? Concrètement, ça veut dire des financements, ça veut dire des choses intéressantes, enfin, en gros, il faut pousser tout ça, mais comment le pousser ? Parce que moi, l'objectif, par exemple, pour l'animation française à l'horizon 2030, je suis en train de lire le PDF que je vous mettrai en lien si vous voulez voir un peu plus. Je vais essayer de vous résumer les grandes lignes parce que concrètement, il y a 250 000 camemberts et graphiques en barre. Donc, c'était pas fun, effectivement. Ah ouais, non, c'était... mais... Alors si, c'était intéressant, mais c'était d'un point de vue production, machin, tout ça. Mais il y a quand même plusieurs trucs intéressants. Donc produire plus, produire en France et produire plus responsable, soutenir l'emploi, accompagner le rayonnement culturel de la France. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même, en France... on n'est pas les derniers sur les conneries, parce qu'on fait énormément de prestats pour... Alors, les États-Unis essentiellement, mais pas mal de choses. Grâce à quoi ? Au tax rebate ? Oui, à des tax rebates, entre autres. C'est quoi les tax rebates ? Eh ben des crédits d'impôt, des choses comme ça. Ok. Donc le fait, ça veut dire que parce que eux viennent investir chez nous, l'entreprise a droit à des réductions d'impôts. Oui, tout à fait. Parce que ça fait fleurir, ça crée des emplois, ça crée du travail. C'est ça, il y a des aides du CNC. Ça pérennise l'industrie aussi en France. Voilà, il y a des aides du CNC, de l'État, du ministère de la Culture, etc. Et pas que, et puis ça crée des emplois, etc. Et puis en plus, on a un réel, on ne le dira jamais assez, mais un réel talent dans nos artistes, dans nos techniciens, dans nos écoles, un vrai vivier qui est cherché par les gens de l'étranger, même si certains disent ah ben non, c'est parce qu'on voit ça du point de vue de la France. Bah visiblement non, parce que d'après les graphiques, les chiffres ne mentent pas. Non, mais d'après les graphiques, oui, il y a vraiment ça. Il y a l'idée de plutôt de les laisser partir à l'étranger, qui viennent ici financer. Je pense que c'est vraiment un levier pour éviter de faire partir les gens au Canada, aux États-Unis. Et garder les talents en France, et puis en même temps faire venir aussi des talents de l'étranger pour venir travailler en France aussi. Donc du coup, ça fait de la main-d'œuvre, ça fait voilà. Est-ce que ça veut dire que grâce à ces financements spécifiques, on va pouvoir voir des studios qui vont grossir un petit peu, qui vont peut-être proposer des contenus tout seul et pas avec les Américains oui monsieur, parce que c'est ce qu'il disait. Alors je vous laisserai lire quand même pas mal de trucs. Alors pour info, l'animation en France représente 10% de la production française audiovisuelle. Okay. Donc c'est quand même vachement bien. Alors pour eux, ils disaient c'est pas assez parce que ça pourrait être encore plus. Oui, bien évidemment, on est d'accord, mais quand même. Voilà. Est-ce que ça va permettre le salaire de monter un petit peu ?
potentiellement oui, et les salaires effectivement, il y avait un graphique notamment qui montrait que les salaires effectivement étaient montés en espace de 10-15 ans. Donc oui, le salaire moyen était monté de 10-15 ans. C'est intéressant si ça solidifie un petit peu ce tissu de professionnels sur le territoire français, parce que bon, il y a des gens qui en profitent un petit peu, on les connaît tous, les studios qui payent à 110 € la journée. Mais si on permet, grâce à ces financements, d'avoir non seulement des studios qui montent et qui fabriquent du métrage seul, ça permet aussi à des gens de rester sur le territoire et d'éviter de partir pendant un an au Canada et de revenir un an après parce que la famille est trop loin, papa, maman, ça nous manque, etc., etc. Et ça fait des tragédies familiales, clairement. Il paraît. Ouais. Non, mais j'ai plein d'exemples d'étudiants que j'ai formés qui sont partis au Canada avec plein d'espoir et qui sont revenus, et j'ai même des amis de prod proches qui ont fait cette expérience-là. Ouais. Et pas plus tard qu'avant-hier, j'ai un pote qui m'en a parlé dans la voiture. Ok, c'est un vrai sujet. Je vois pas qui c'est. C'est un vrai sujet. Ouais, c'est un vrai sujet. Alors, ils ont parlé aussi d'autres choses. Que, justement, vu que le CNC, par exemple, demande à ce que les studios, les écoles aussi, calculent leur bilan carbone. C'est quoi ça, un bilan carbone ? Un bilan carbone, en gros, c'est comment tu pollues la planète avec tes putains de films d'animation. Comment ça, pollue la planète avec des films d'animation ? Oui, avec les calculs de rendu, parce que ça consomme de l'énergie, mon brave non, mais monsieur. faut faire la 2D. Comment ? Parce qu'il n'y a pas de calcul. Bah ouais. Bah bien sûr que si, il y en a des calculs, bande de nazes. Si c'est fait par un ordinateur. Donc non, mais voilà. Mais de toute façon, même les studios 2D devront le faire, parce que par exemple, ce sera une condition sine qua non pour avoir des aides du CNC. Ou il y aura peut-être un barème, je sais pas, si vous dépensez moins comme acte, comme mesure. Ouais. Mesure Et du coup, il a fallu, à l'initiative du syndicat Anime France, faire un calculateur carbone pour l'animation. Donc, qu'il soit facile à faire. Alors, ça va pas tout calculer tout seul, mais en tout cas, ça va être une espèce de tableau, plutôt de logiciel ou d'interface, je sais pas comment ils vont faire ça, ou d'une page web, enfin bref, un truc qui va être distribué au studio et qui va être simple à remplir. Il disait, il y en a pour 1 à 2 heures à remplir ça pour les studios, mais ça comprend énormément de choses. Ça comprend par exemple alors déjà ta ferme de calcul, les ordinateurs, le nombre d'ordinateurs que tu as, le chauffage que tu as aussi, que tu utilises pour et quand est-ce que tu le mets en place, etc., la clim et tout ça, la largeur du bâtiment, enfin la taille du bâtiment, mais aussi combien de salariés sont en remote, combien de temps sont-ils en remote, comment ils viennent au travail. Comment ils viennent au travail, exactement. C'est pas juste tu mets ta facture d'électricité dans le pas formulaire du tout. C'est pas que ça. Voilà, justement. Donc il y a vraiment tout un détail. Du coup, est-ce qu'on va voir des offres d'emploi qui vont promouvoir les gens qui viennent en vélo ? J'aimerais savoir. Je pense pas. Mais pourquoi pas ? Ça pourrait être non, je pense pas que ce soit une histoire de chantage, de choses comme ça. Mais enfin. Effectivement, en tout cas, ça rentre. Il y a plein de choses qui rentrent dans l'équation. C'est une preuve que quelque part, l'État français essaie de prendre des actions pour agir là-dessus. Ouais, tout c'est à intéressant. Fait. Moi, je vais dans une boîte en juillet qui déjà rembourse une partie de ton frais kilométrique si tu viens en vélo. Ouais. C'est génial ça. Pas parce que l'IKV, c'est l'indemnité possible, kilométrique vélo. Bah voilà, ouais. C'est un truc qui n'est pas obligatoire pour les boîtes, mais si elles le font, bravo. Bah du coup, avec ça risque de les pousser à le faire. Carrément, je pense. Bien sûr. C'est un bon exemple pour les autres aussi, parce qu'il y a d'autres industriels qui doivent faire pareil. Exactement. Donc du coup, en plus, ça va être un outil en open source, partagé avec tous les acteurs de la filière française et européenne. Donc du coup, on va pouvoir faire c'est cool ça. Ouais, et du coup, on va pouvoir faire un concours de quéquettes pour savoir qui consomme le moins qui a le meilleur bilan carbone, et surtout comment font ceux qui ont un meilleur bilan carbone. On va pouvoir voir à quels endroits justement ils gagnent et pouvoir comparer et dire tiens, comment ils font ils réduisent ça, putain c'est intéressant, on va faire la même chose. Au prochain Annecy, on va avoir des conférences sur des success stories sur comment j'ai économisé des tonnes de CO2 en passant par telle technique, comment je suis green.
C'est intéressant. Et en même temps, je trouve que c'est pas du greenwashing et ça pousse pas au greenwashing parce que le greenwashing, de toute façon, si ton bilan carbone, voilà, c'est des chiffres et c'est ce qu'il disait, c'était basé sur des calculs scientifiques, donc pas du tout des trucs monétaires ou quoi. Enfin voilà. Oui, c'est pas un des film. trucs à la con. Ce film a été fait en faisant pipi sous la douche et. Et en recyclant l'eau des chiottes pour te nettoyer les mains. Exactement. Voilà, non, pas du tout. Ou l'inverse plutôt. Mais non, pas du tout. C'est vraiment des trucs très scientifiques. On est fatigué, je suis désolé. Donc c'est vraiment cool et ça va être livrable en novembre 2022. Putain, donc finalement, c'est vachement proche. Et il y a déjà des studios qui sont en expérimentation. Et des studios de 2D, de 3D et de 3D temps réel. Donc ça, c'est vachement ça va être intéressant de voir la intéressant. différence entre les studios 3D temps réel et les studios précal classiques. Ouais. Si c'est Ouais. vraiment un gain. Donc du coup, alors moi je tiens quand même à féliciter Caribara Animation, Dandelou, Miam Animation, Timto, Superprod et Supamonks, qui sont donc les fameux studios qui sont en test de ce fabuleux outil. Bravo. Quelques petits chiffres aussi, au niveau du nombre de salariés, il y a plus 9% de salariés par rapport à 2020. Donc, ce qui veut dire que ça embauche. C'est une bonne tendance. Hein. C'est une bonne tendance, ça embauche. Est-ce que ça embauche bien ? Ça, c'est l'autre question. Ouais. 2 fois et demi plus qu'en 2004, par exemple. Non, mais est-ce que ça embauche Au bien niveau- financièrement ? En termes de salaire, etc. Alors, la masse salariale... De manière pérenne ou pas pérenne ? Je pense, ouais. Ouais. Donc après je vais pas vous faire je vais pas vous dire tout le truc, mais par contre un truc qui était vachement bien, qui rejoint l'émission qu'on avait fait, la dernière émission qu'on a fait, c'est au niveau de la proportion de femmes dans l'industrie. En 2010, il y avait 70% d'hommes, je vous arrondis, 70% d'hommes, 30% de femmes, et en 2020, 60% d'hommes, 40% de femmes. Okay. Donc on a gagné 10% en 10 ans. Et encore un petit peu d'effort et on sera peut-être un peu près cohérent. Exactement. Donc c'est cool, c'est vraiment bien. Les exportations se portent très bien aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors Netflix aide beaucoup. Netflix est un gros levier justement pour la production française. Clairement, on entend que ça autour de nous là. C'est intéressant parce que moi j'ai lu un article sur Netflix récemment qui disait qu'il y avait une perte de spectateurs et que du coup pour se renouveler ils avaient une stratégie de publication de médias qui était encore à éprouver. Donc si d'un côté ça monte et de l'autre côté ça baisse, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer à l'avenir. Parce que tout à fait. On a fait un x7 en 6 ans des dépenses réalisées sur le territoire français bénéficiant du crédit d'impôt international. x7 en 3 ans. En 3 ans. En 6 ans. En 6 ans. En 6 ans, un x7. Donc, c'est-à-dire que en 6 ans, on a eu 7 fois plus de prestations de l'étranger. Ok. Donc, c'est vraiment cool. Ça marche très très bien. Quoi de plus ? Pour ceux qui ça intéresse, fusion de TF1 M6. Alors vous allez me dire on s'en branle. Non, on s'en branle pas tout à fait. Beaucoup. Touche pas à mon poste, va s'arrêter. Si non, seulement. c'est pas ça. Non, mais c'est surtout que dans le groupe M6, il y a TJ, Gulli et Canal J qui sont les 3 grosses chaînes, et surtout Gulli qui sont les 3 grosses chaînes qui montrent de l'animation et du coup qui sont acheteurs. Oui. Donc associés à TF1, du coup, ça ferait un très très gros acteur de l'animation. Donc c'est cool. Il est vraiment en train de nous lire tout le PDF. Non, je le parcours très rapidement, mais en tout cas, il y a vraiment, vous regarderez, je vous dis, là, il y a vraiment énormément de trucs, mais puis il y avait aussi par rapport aux auteurs il y a tout un truc par rapport à la négociation avec le statut d'auteur, de scénariste, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse de vous plonger un petit peu dans les chiffres, c'est intéressant, et ils essayaient aussi de lever un peu le point pour que les aides en faveur du court-métrage et du long-métrage soient vraiment poussées en avant. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc bravo à ce syndicat que je ne connaissais pas, au syndicat de l'animation. Juste pour rebondir là-dessus, parce qu'ils avaient la sensation que c'était surtout les séries qui étaient très supportées et qu'il y avait un peu moins d'investissement dans le long et exactement. Et qui voulaient justement qu'il y ait plus de longs métrages français et de courts métrages français, mais qui soient du coup financés parce que ça
coûte des sous-sous. Mais du coup, pour le rayonnement de la France, et on sait faire des belles choses en France, donc on le prouve tous les jours, et surtout au Festival d'Annecy, on voit vraiment des belles choses qui sortent de nos studios Cocorico. Voilà, c'était le moment. Pendant ce temps, Moment votre Géco national n'était pas sur la plage du Paquel, hein, mais était au MIFA, où j'ai fait un petit peu le tour des bousses. J'ai revu les vieux copains, ça faisait 2 ans et demi Des qu'on s'était stands. pas vus. Des stands. Oui, les parce bousses, que les boostes de vaches. Padam, Et pam. ça rejoint notre intro. Bon, d'accord, ok. Il y a un fil conducteur en fait dans cette émission. Ouais, d'accord. Trouvez toutes les vaches dans cette émission. Non mais c'est con à dire, mais c'est vrai que ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas vu certaines personnes, certains acteurs de la 3D en général, et quelque part j'étais super content, mais un peu comme un gamin, de me balader dans les stands et de revoir des têtes connues et dire bonjour, faire claquer la bise. Alors non, je sais qu'on devrait pas avec le Covid tout ça, mais quand même il y a des gens qu'on apprécie plus que d'autres. Puis vous y avez passé beaucoup de temps au MIFA, tous les deux notamment. Ouais, parce que déjà moi j'y allais pour des raisons professionnelles, et du coup il y a 2-3 outils que j'avais envie de voir, et je me suis fait faire une piqûre de ciment de Unity par exemple. Il y a pas mal de sujets XR que j'ai discuté avec et Unity et Unreal, parce que ça fait partie des trucs que je dois voir. J'ai vu les vendeurs d'hardware et de software avec qui je travaille régulièrement, et du coup, pareil, c'est pas souvent qu'on se croise. On a bu un coca, on a discuté un petit peu de l'industrie, et c'était cool. On a parlé aussi des prochains achats, mais ça c'est une autre histoire. Et puis j'ai participé alors assez rapidement, parce que j'étais un petit peu en retard sur un autre truc, à remodeler l'animation 3D avec Wacom et Sculptron. J'attendais pas beaucoup de cette conf, parce que c'est une démo session, et du coup j'avais juste envie de voir comment ça se passe quand t'as des professionnels qui te le montrent. Alors Wacom, c'est les tablettes qu'on connaît graphiques, tous, les ouais. Cintiq et compagnie. Mais alors c'est quoi Sculptron ? Sculptron, c'est un outil qui permet de sculpter de la 3D directement avec ta tablette. C'est le nouveau méchant des Marvel. Hein ? C'est le nouveau méchant des Marvel. Hein ? C'est le nouveau méchant des Marvel. D'accord. Pardon. L'ère de Sculptron. C'est un kaiju. C'est un outil d'Auteuil. Auteuil, tu sais, ils avaient fait un moteur de rendu, et là ils se sont lancés sur un autre truc qui permet de faire ce. Mais c'est un ZBrush quoi. C'est pas Ou un Mudbox. C'est pas un ZBrush parce que ça fait pas du natural media. C'est pas un Mudbox parce que c'est un outil qui est moderne. C'est plutôt. Tac là, Autodesk. C'est plutôt. J'ai été ingénieur d'application sur Mudbox. Je l'adore au plus profond de mon cœur, mais c'est vrai qu'il est peu utilisé. ZBrush a été beaucoup plus vite au niveau de l'acceptation par rapport au site. Mais bon, peu importe, ça je m'éloigne. Non, c'est plutôt un outil qui va faire sur ce que j'ai vu, il met en application un mecha. Du coup, c'est plutôt du booléen, et il a fait du cel shade directement, et il anime avec sa tablette graphique en récupérant les trucs. Un mecha. Un robot. D'accord. Un booléen. Un booléen, Oui, un une booléen, équation c'est bon. entre 2 objets 3D, addition, soustraction. Quand tu prends un rond et que tu mets un autre rond dedans, et ça coupe le rond pour en faire une Ouais, espèce de voilà, lune. ou faire l'intersection, un cube etc. et une boule, et puis du coup ça fait un cube avec un trou en forme de boule. Voilà, très bien. Ou une boule en forme de trou. Tadam, Non, pas du tam. tout. Rien du pas, tout. ça ne Bon, marche pas. alors. Bah c'est bien. Et Non, donc c'est ça t'a convaincu ou pas ? Ouais, ça marche. Je vais pas l'utiliser moi. Mais je pense Ok, que... on le range dans la catégorie Modbox ou... Non, pas du tout. Non, je pense que ça vaut le coup d'essayer un petit peu, surtout pour ceux qui s'intéressent à la modée sur tablette. Ok. Moi, je vous avouerai que j'ai tellement l'habitude avec une souris et un clavier que la modée sur tablette, je suis pas encore arrivé dedans. Sur tablette graphique, hein, on est Ouais. d'accord. Ouais. J'ai vu des youtubeurs qui faisaient de la modée très très rapidement sur tablette, notamment sur des iPads avec leur stylet Pencil Apple là. Ouais. Du coup, ça m'intéresse d'expérimenter sur des objets simples, ou peut-être même faire du layout d'environ. Parce que tu peux tourner autour de ta scène apparemment plus rapidement dans les exemples que j'ai vus, mais après c'est du montage donc on ne sait pas si c'est la réalité ou pas. En tout cas plus rapidement que dans notre DCC classique où tu viens charger un objet en XREF ou on a l'heure de ton fichier, et puis du coup t'as 2 FPS et tu rames comme un rat mort. C'est bien connu, les rats morts rament plus que les autres. Voilà. Et nous, ensuite, On arrive enfin à un gros morceau. Plat de résistance. Exactement. Après avoir mangé
Après le Netflix Showcase, évidemment. Netflix Showcase. Ça y est. J'avais pas de réservation pour Netflix. Oh. Non, c'était plein très très rapidement. Moi, j'ai eu un bol infini d'avoir une place à un moment, grâce à Néo d'ailleurs, qui m'a dit mais si, refresh ta page de temps en temps. Et voilà. Et d'un coup, j'ai vu dernière place disponible. Mon Dieu, il y a quelqu'un qui s'est enlevé. Clac, j'ai pris une place directe. C'était leur premier showcase. Ouais. Alors showcase, c'est quoi ? C'est on présente nos nouveaux produits, nos nouveaux trucs, nos nouvelles séries, nos nouveaux films, etc. Donc ça, on est habitué avec Pixar, on est habitué avec Disney qui font le show, qui machin, regardez comme on est beau, regardez comme on est gentil. Mais là, c'était la première fois que Netflix faisait ça, et c'était une première mondiale. Bah, ça découle de ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Netflix est vraiment en train de mettre de la thune, quoi, et en train d'être un énorme acteur dans l'animation. Ouais. On le sait, hein, tu travailles sur une série qui Ah va bon être pour Netflix. Et qu'on a vu d'ailleurs. Je travaille pour une série qui est déjà sortie pour Netflix et qui va continuer de sortir pour Netflix. Moi, j'ai un abonnement de Netflix, ça veut dire que je paye un peu de votre salaire. Ah, effectivement. Tiens, donne-moi 10 €, j'ai pas vu ma paye encore. Mais donc, juste pour préciser que, parce qu'il y a eu des news récemment où Netflix Animation, qui est leur studio vraiment d'animation, a annulé plein de projets. Ouais. Et là, c'était plus... Voilà, les autres studios qui animaient pour eux. Donc voilà. Tu veux dire qu'il y a une espèce de d'écoulement naturel quand le studio Netflix Animation annule, ça repasse à un studio externe ? Bon, je pense pas. Je pense qu'ils ont toujours voulu faire les deux. C'est juste qu'ils avaient créé toute une équipe et tout pour Netflix Animation et là, ouais, ce qu'on a entendu un peu, c'était voilà, tout ça, tous les projets qu'on a vus, je pense, c'est des projets déjà qui datent de pas mal de temps. D'autres studios, comme pour Arcane ou pour... Je suis désolé, j'ai pas bien compris. Ça veut dire que le studio Netflix Animation, il est mouru ou il a juste pas le temps de tout faire ? Non, je pense pas qu'il soit mort. Je suis pas sûr. Je pourrais pas dire, je suis pas allé dans les détails. Mais ils ont juste annulé beaucoup de projets qu'ils avaient en cours, quoi. D'accord. Ou alors il est peut-être en état de mort cérébrale et puis on va peut-être lui refoutre un coup d'électrochoc et il va revenir, quoi. Bon, j'imagine, parce qu'il y a quand même des énormes personnes de Pixar, Disney, il y a Christophe Serrand, notamment, qu'on a eu en interview et tout, donc il y a quand même des gens, voilà, c'est un sacré vivivier, quoi. T'as forcément eu un effet de bord par rapport au Covid, où il y a eu un besoin de médias super important, non seulement pour occuper les gens, mais aussi pour occuper les gens qui devaient travailler. Ouais. Et du coup, il y a une injection massive de budget pour pouvoir faire de l'anime, et du coup, massivement, pendant 2 ans, il y a de l'anime qui a été réalisé. Est-ce que, à cause de cette massification de travail, il n'y a pas eu moins de sujets à porter par Netflix Animation ? Peut-être. Ou simplement une réduction naturelle parce que maintenant on peut sortir et du coup on regarde moins Netflix. Je pense pas. C'était des gros projets, hein, c'était des grosses licences et tout, hein, donc c'était bizarre qu'ils aient annulé comme ça. Je suis pas allé dans le détail, on verra, on essaiera peut-être de trouver les infos, mais voilà quoi. Et du coup, ce que vous avez vu ? Ouais. C'était bien ou pas ? Alors oui, il y avait plein de trucs qui étaient hyper, qui nous ont hyper hypé, comme on dit, chez les jeunes. Vous n'en m'avez pas du tout parlé, du coup, moi aussi je suis hypé, j'ai envie de savoir. Alors je trouve qu'ils ont mis pas mal l'accent sur le féminisme. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient soit réalisatrices, soit productrices, soit qui présentaient, qui... T'as pas percuté ça, et ben pourtant... C'est que ça devient naturel, en fait. Ouais. Tu veux dire que c'était des productions dont la thématique était féministe, ou ce que tu veux dire c'est qu'il y avait plus de femmes productrices ? Non, il y avait plus de femmes productrices, réalisatrices, etc. qui s'exprimaient, donc ça c'était cool. C'est vrai, t'as raison, sur scène, les meufs, les nanas qui venaient les femmes. Discuter, les belles femmes incroyables, géniales, talentueuses comme Jaja, à part celle qui lisait vraiment son texte sur son écran, qui avait l'air d'avoir pas du tout kiffé son projet, c'était assez... C'était bizarre, très bizarre. Assez bizarre. C'était, ouais, voilà. Mais oui, mais en tout cas, ouais. Bon, alors du coup, on va en parler de 3-4 parce qu'il y en a eu beaucoup quand même. Il y a eu vraiment beaucoup de choses, principalement de la série. Oui, il y avait de la série, quelques films. Et donc niveau série, moi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, auquel je m'attendais pas du tout, que j'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Wendell and Wild, qui est. C'est un film, ça. Hein. Ah non, c'est une série. C'est une série, avec Key and Peele, donc deux humoristes américains qui sont très connus pour les aficionados d'humour à la con, et Jordan Peele qui a réalisé Get Out et Us par exemple, pour ceux qui connaissent plus le cinéma en live, et c'est des petits démons qui je sais plus du pitch, mais c'est deux démons qui vont Ok, c'est deux démons. Alors attends, parce qu'en fait, ça part d'un projet de Henry Selick, qui a entre autres travaillé avec Tim Burton. C'est un projet en stop motion, hein, on l'a pas dit. Voilà. Donc qui a travaillé entre autres avec Tim Burton sur L'étrange jeune Monsieur Jack et qui avait réalisé James et la pêche géante, produit par Tim Burton. Donc c'est quand même un grand monsieur de l'animation. Et je ne présente que ces deux-là parce que c'est les deux plus emblématiques.
Mais du coup, c'est donc un très grand nom, un ténor de l'animation en stop motion. Et du coup, c'était une idée qui lui est venue en regardant ses enfants. Qu'il avait nommé d'ailleurs Wendell et Wild, parce que c'était les petits démons et que des fois, il a dit, des fois les parents enfants, savent mignon. de quoi je parle. Quand on a des enfants, c'est des anges, machin, ils sont adorables, mais des fois, effectivement, c'est autant c'est des anges que des démons. Je Et confirme. Et du coup, il a écrit cette histoire et produit, réalisé. Et du coup, oui, effectivement, c'est deux démons dans le 8e cercle des enfers. Avec des qui- designs hyper déformés, Ouais, au pif, ouais. tout destroy du tronc de la tronche et tout. Et qui vont venir parce qu'ils ont été bannis, je sais pas quoi, ils étaient en prison, ils ont fait des conneries. Et Ils se sont vont faire. enfuis, je crois. Ils se sont enfuis Et de ils la prison. s'enfuient à un moment. Pour venir foutre le dawa Chez les humains, quoi. chez les humains, voilà. Et ça parle d'une fête foraine. Enfin, le trailer était comme ça. Oui, ils ont. Et du coup, il y avait quelque chose d'assez énigmatique en fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces démons? Mais en tout cas, ils avaient l'air d'être bien chauds. Mais niveau ambiance, moi, ça m'a rappelé Niveau un peu conneries. les Rats de Eric et, Ah ouais Eric et Ramsey. Ouais. Dans un le genre, petit peut-être t'as peu. deux sidekicks comme ça qui font que des conneries tout le temps et tout, et en même temps, ils ont un certain objectif et Ouais. voilà. Alors là, c'est un peu plus scénarisé quand même que bon après j'ai pas regardé les Rats toute ma vie donc j'avoue voilà, mais il y a vraiment une histoire quoi. C'est une série qui est dans le but d'être sérialisée un petit peu quoi. C'est pas juste des épisodes un peu à droite à gauche avec des conneries. Mais c'était voilà, c'était très rigolo. Moi ensuite j'ai envie de parler de Nimona, Nimona. Nimona Nimona, ouais putain, désolé, qui avait été un projet abandonné par Blue Sky et là Netflix l'a repris et ça défonce sa race, et vraiment Qu'est-ce que c'est trop bluffant. Il y a un mélange de médiéval fantastique Médiéval et futuriste. et de SF en fait. Ça Ouais. c'est du médiéval et de la SF en même temps. Et il y a un rien petit à voir avec du côté, steampunk, on est d'accord. Comment? C'est pas du steampunk. D'accord. C'est vraiment du Ah oui, non, médiéval parce qu'il y a des gars en armure en côte de maille avec des épées, mais il y a aussi des voitures volantes à la Blade Runner. Et ils ont des J'aime pouvoirs et tout. C'est un Il y a alors un look 2D 3D très très bien avec Série ou film? film je crois. Oui, c'est un film. Oui, c'est un film. Sûr et certain. ouais C'était un film et c'est toujours un film. et c'est toujours un film. Et puis il y a les protagonistes. Donc apparemment il y a un gars qui est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et il y a une petite fille. Alors par contre j'ai pas bien compris l'histoire de transgenre, etc. Enfin il y avait une histoire de LGBTQ+. Oui, J'ai pas bien compris à quel moment. On m'en a parlé un petit peu dans les rues d'Annecy là, que apparemment il y a eu tout un drama justement autour du projet quand il était à Blue Sky en fait apparemment. Donc j'ai pas les détails, même eux étaient pas capables de me dire exactement, mais apparemment il y a une histoire par rapport à ça. D'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que le projet aurait été un petit peu annulé pendant un moment et maintenant qu'il est repris. Donc il doit y avoir un sujet derrière. On l'a pas forcément vu dans le trailer. Non, on l'a Donc pas c'est pour forcément ça, vu. je pense que ça nous Mais du échappe coup, il y a un une peu. petite fille donc qui va aider enfin une fille d'ailleurs, une jeune fille qui va aider ce gars accusé à tort, qui est une change-forme, donc qui peut changer son apparence en rhinocéros, en dragon, en machin, et du coup c'est super bien fait. Ouais. Donc faut voilà, oublier ça. c'était alors très action, tout ça, avec une stylisation vachement intéressante. Un beau film d'aventure, ça va être un Ouais. super film Et, d'aventure. et graphiquement, tu disais, c'est un mélange de 2D, 3D? Ouais. Ouais. Ça ressemble Alors à un c'est de la truc. 3D mais avec des aplats des D'accord. fois ou des choses beaucoup plus Graphique, quoi. J'ai trop envie de le graphiquement voir. simples, etc. Et franchement, vraiment alors cool. moi quand ils m'ont dit mélange Moyen Âge et futur, j'ai fait Ouais, ça peut être je suis casse-gueule pas quand sûr. même. Hein. Ça Et peut ils ont être très trop très réussi. casse-gueule et franchement, Mm. eh ben ça marchait très bien. Mm. D'ailleurs la première image, on voit une personne, enfin une garde apparemment, alors avec un gros casque, une armure, une cotte de maille, machin, les pieds sur un bureau, en train de faire un jeu sur son iPhone. Ah oui, c'est Donc, vrai. Et, Ah ouais, et ouais. d'un coup, on voit cette image-là et on fait quoi? Hein? Ah ben non, mais ça marche. Et ça fait très bizarre, mais du coup, il y a un petit ça marche ton bien. léger et en Ouais. même temps, non, c'est vraiment chouette. Pardon. Alors moi, il y a une autre chose qui m'a bien hypé aussi, c'est Magician's Elephant. Ah oui, moi j'ai pas eu tout touché. Alors t'as vas-y, pas je te été laisse touché le vendre à Djeko. Ouais. Ouais, mais parce que moi je connais la réalisatrice. C'est Ah. une ancienne. Enfin, son premier boulot était un peu CG sup, mais dans les VFX. Donc VFX sup, bien évidemment. Qui s'appelle Wendy Rogers et qui s'est mis à la réalisation. Et j'ai trouvé que le projet, alors était peut-être pas... était
artistiquement, oui, effectivement, ça ressemblait un petit peu, en tout cas, ce qu'on a vu. Il y avait un côté un petit poil passe-partout. Mais dans les images qu'il y avait après, dans le trailer, mis à part le petit moment où il y a toute une petite séquence en fait, il y avait des images qui étaient jolies, qui étaient très jolies, et je sais pas au niveau de l'histoire, mais en tout cas voilà, ça m'a vraiment intrigué. Et connaissant Wendy, eh ben ça peut être vachement joli. Un autre projet à Ça peut regarder. être, ouais. The Magician Elephant. Ouais. Et du coup, graphiquement, ça ressemble à quoi? C'est de la 3D. hein. C'est de la 3D. Oui, c'était full pas 3D, ouais, full 3D sans effet 2D voilà. Bon. Et il sort du lot. En plus que ça soit quelqu'un que tu connais qui l'a réalisé, il sort du lot à cause de sa patte graphique, c'est ça? Non, pas du tout, mais très certainement par rapport à l'histoire, par rapport à voilà, je sais pas, moi j'ai voilà, Il a j'ai été une petite sensible à j'ai ce une truc-là. petit truc quoi, voilà. Bon, à voir ce que ça donne, mais enfin je voulais le notifier. Ensuite, je parle de celui où on a été les gros boomers de la salle. Hunter Galactic, un film fait et on va dire un film en tout cas encadré et très bien suivi par un chanteur que je ne connaissais pas et apparemment en fait si je connais quand on m'a fait écouter la musique, Kid Cudi. Voilà, c'est dit. Kid Cudi, c'est dit. Et en fait, c'était, ça ressemblait à un gros clip animé. Ça, je suis assez d'accord avec toi, Doc. Tu m'avais dit ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré le design de la femme du show. Donc, show hyper. Pareil, encore une fois, avec plein de personnages noirs américains. On sent qu'il y a une vraie envie de raconter une histoire autour de ça. Ils en ont parlé un peu d'ailleurs, qu'ils aimaient bien. En fait, entre eux, quand ils voyaient le film, ils se disaient pas. Ah, on est en train de faire un film sur les Noirs américains. Et ils avaient porté l'accent sur le fait de juste faire une histoire cool, quoi, avec des personnages cool. Et ça, je l'ai ressenti, tu vois. J'ai vraiment trouvé ça super chouette. On a vu 2 séquences. Ouais. Excuse-moi, je te coupe. Par contre, c'est un film adulte. Oui. C'est pas un film pour gamins, parce que dans le sens où il y a drogue, cul, voilà, c'est toute la décadence à donf, alcool, carrément. et les conséquences qui s'en découlent. Les 2 séquences qu'on a vues, c'était les conséquences de l'alcool et de la drogue. Oui, voilà. Et les 2 séquences qu'on a vues, c'était une séquence où c'était tous ces gars-là qui partaient faire la teuf, ils foutent le bordel dans la ville, en allant en teuf, se droguer, tout ça, machin, voilà. Et la deuxième séquence était beaucoup plus touchante, où c'était le personnage principal avec sa meuf, il monte sur une moto, et c'est là où ça commence à partir en clip, c'est qu'il y a la musique de Kid Cudi qui démarre, et il prend sa moto, et tout d'un coup il y a une bande... Son vélo, c'est un BMX. Ah, c'est un vélo, exact. Et il y a une bande comme ça de lumière qui va dans le ciel, et tout d'un coup il commence à tourner dans le ciel. Pour ceux qui connaissent la cinématique de Final Fantasy X, moi j'y ai pensé fortement. C'est pas con, entre Tidus et Yuna. Voilà, il y a ce truc vraiment très onirique des 2 machins sur le fond de musique de Kid Cudi. Je pense que c'est là où toi tu t'es dit bon, ça fait vraiment clip. Ah oui, non, clairement, moi pour moi c'était c'est un support de vente de la musique. Parce que d'ailleurs l'album sort en même temps que le film le 30 septembre. Ah comme c'est bizarre. Ouais. Mais alors c'est chouette, visuellement c'est joli. Moi j'ai trouvé que l'animation est beaucoup trop snappy. Pour moi, en tout cas. On a encore un film, effectivement, blocking, avec des effets, avec un style un peu 2D, machin. Et c'est vrai que, bon, moi, ça va, j'ai aimé, je trouvais que ça allait bien avec le style, mais il y a des moments où tu te dis, les plans sont un peu inégaux. Il y a des moments où vraiment c'est trop, il manque des pauses, quoi, clairement. Surtout pour le côté patte graphique qu'on a trouvé joli, vraiment, intéressant, même si c'est le truc du moment, mais en tout cas, c'était bien foutu de ce point de vue-là. Donc, c'est marrant, c'est la réflexion que je me suis faite pendant la projection, je me suis dit, tiens, ça commence à être un peu l'excuse pour faire des films sans trop de budget, tu vois. Ouais. Allez, vas-y, on fait pas de pause, on avance, et puis les gens, de toute façon, maintenant, ils sont habitués, il y a Arcane qui est sorti. En même temps, si c'est joli, si c'est joli, ça tient un propos. Justement, là, c'est la limite. Là, c'est la limite. Moi, franchement, ça m'a gêné. Ouais. Mais t'aimes particulièrement pas ça, en plus, j'ai l'impression. Ça dépend. Arcane, moi j'ai bien aimé par exemple. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation, mais un petit temps d'adaptation. Mais Arcane, on n'est pas en stop mo. Enfin, il manque pas des pause, frames, tu vois, on anime tout. Ouais. C'est plus du Spider-Man-like à ce moment-là, ou du Mitchells, ou du, tu vois, c'est ces trucs très snappy justement. Mais du coup, voilà. Donc pour moi, c'était trop. Est-ce qu'ils ont montré il y a une série presque cool qui s'appelle Spirit Ranger. Oui. On l'a justement, vu. C'était une femme aussi, native américaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et ce qui raconte... parce que justement, je suis un peu hypé de ce truc. Et ça a l'air vachement bien aussi, très joli. Alors bon,
preschool, hein, on est d'accord, mais très joli et puis surtout basé sur les mythologies indiennes, enfin en tout cas de Indienne d'Inde ou indienne tribu. de... Non, indienne, amérindienne. Okay. Donc de son ethnie, enfin de sa tribu, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. D'accord. Mais et du coup c'était assez son sympa. Folklore quoi. son folklore on va dire. Oui c'est ça, c'est folklore, mais c'était chouette quand même. C'était très chouette. Alors c'était comme tu dis du preschool, mais c'était pas du preschool, ça avait pas l'air abrutissant. Oui, c'était pas gnangnan. Ouais, voilà, il y avait un vrai petit truc là. On a vu un extrait avec le soleil qui tombe du ciel, qui se met à rouler dans la montagne et tout, et du coup ils savent pas trop comment. Et l'ambiance, c'est quoi? Enfin, ça se passe à quelle époque? Oh, ça se passe. On sait pas bien. Je pense à la même époque que maintenant, mais vu que les personnages, ils sont. Je crois que c'est des enfants qui peuvent avoir. Encore des shapeshifters qui voilà, changent des de espèces forme. de shapeshifters qui se transforment en leur totem. Ouais. Donc il y a un ours, il y a un comment ça s'appelle, un coyote, il y a un oiseau aussi, puisque c'est les 3 héros. Et du coup ils ont chacun un pouvoir en fonction de la mythologie, patin couffin, et du coup ils voient des choses que les autres ne voient pas parce qu'ils sont dans l'espèce de monde un petit peu éthérique, quoi, enfin éthérique. Vraiment, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Et c'est chouette, franchement, c'était mignon comme tout. Alors par contre, il y a un truc dont vous m'avez parlé quand vous êtes sortis, c'est qu'il y a eu un sujet sur Dwarf. Exactement, puisqu'on a vu. À toi l'honneur, Doc. Oui, parce que quand même, moi j'en sors de 1 an et demi de prod. C'est donc, on a vu des images exclusives de My Dad the Bounty Hunter, donc la série sur laquelle j'ai travaillé pour Netflix. Moi, j'ai vu quelques images. Ouais. Et rien que le titre, plus les images que j'ai vues, pareil, hype niveau 5. Là. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, sans déconner, ça a l'air assez cool. Maintenant, je vais te laisser parler parce que j'ai envie d'entendre ce que tu as à dire. Donc pour ceux qui savent pas, c'est de la SF. Pareil, avec une famille black, mais avec un côté très premium. Ils ont voulu être très proches du cinéma. Comme c'est faire Dwarf Animation. Comme ça faire Dwarf Animation et puis mais vraiment un côté cinéma et très poussé dans tous les départements. Je sais qu'au layout, on a été très très sollicité et avec sollicité dans le sens où il fallait faire de la vraie cinématographie et pas juste mettre des bons angles de caméra. Il y avait une envie des réals de faire vraiment, un vrai truc. Voilà. Mais au niveau de l'histoire, donc c'est une famille nord-américaine dans une ambiance SF, c'est ça? Alors oui. Et le pitch, papa, c'est quoi? il est Bounty C'est Hunter. les enfants. Les parents sont séparés, pas divorcés, mais juste ils habitent dans 2 maisons différentes. Ils sont séparés, mais voilà. Les enfants s'aperçoivent que leur papa n'est pas livreur pour une compagnie lambda, mais est un chasseur de primes de l'espace. Et il se retrouve dans son vaisseau. C'est badass. Genre, il dit « Oh, faire une surprise à papa, faut qu'il aille travailler, machin et tout. On va se cacher dans le coffre et en fait, de la voiture, et on va partir avec lui. Sauf qu'il se retrouve dans le vaisseau spatial du papa. Et s'ensuit les aventures. Je vous ai raconté déjà une bonne partie du premier épisode. J'aurais peut-être pas dû. Mais en tout cas, non, mais parce que c'est les images un petit peu qu'on a vues. Voilà, donc je vais pas vous le vendre parce que moi je surkiffe et j'ai très hâte que ça sorte parce que c'est très joli. Ce qui avait l'air d'être prometteur dans ce qu'on a vu, c'est que donc c'était une forme de making of en fait. Il y a eu des gens de la boîte qui ont été interviewés, etc. Et en fait, je salue d'ailleurs, coucou les gars. Il parlait qu'il y allait avoir pas une seule planète, pas un seul décor, un seul vaisseau, mais que ça allait aller de monde en monde comme ça. Donc ça a l'air d'être très, en termes d'échelle, ça a l'air vraiment grand. Là, plein d'extraterrestres, plein de trucs différents. Et... En vous écoutant là comme ça me fait penser à Mando direct, parce que le Bounty Hunter, les enfants. Mais franchement, il y a quelques clins d'œil, mais c'est tout. D'accord. Et donc nous on a vu une petite séquence où. J'ai trop hâte de voir. Ouais, alors par exemple tu vois on a vu une petite séquence où ils sont dans l'espace et tout d'un coup devant eux il y a une espèce de bestiole énorme, une espèce de poisson de l'espace qui ouvre sa gueule, tu vois, devant la vitre avec les dents qui sortent et tout. C'était, moi j'étais là. Et oui, en plus le poisson est tout lumineux de partout. On dirait que c'est un sapin de Noël le truc. Et même moi j'étais vraiment très 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 agréablement surpris. Alors j'ai plein de potes qui bossent là-bas qui arrêtent pas de me dire que c'est génial. Mais c'est vrai que vraiment j'étais vraiment très agréablement surpris.
L'animation par moment pêche un peu parce que c'est quand même il y a un budget qui est limité, ça se voit hein, par moment. C'est la série. Mais c'est quand même très quali. Moi j'ai trouvé vraiment ça super cool. Il y a un vrai facial, tu vois, sur les persos et tout machin. Moi j'avais fait Trash Truck chez Dwarf avant, qui était déjà dans un budget encore un peu en dessous. Et on voit que ouais effectivement il y a un autre step encore qui est passé là et ça fait vraiment plaisir. Et comme il vient de le dire, voilà l'univers, le côté mature et tout, mature et en même temps pour les gosses friendly. Parce que je dis mature, c'est pas, il y a pas du sang et tout. Hein. Non, pas du tout. Ou... Non, c'est pas du tout preschool, c'est ado adulte. D'accord. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est cool. Ado adulte c'est et chouette, adultes. franchement. Les adultes vont s'y retrouver parce que il y a des références à des films des années 80 par exemple 80-90, mais c'est pas de la référence à la Stranger Things où t'aimes bien les années 80, je vais t'en foutre plein la gueule et puis je vais t'embarbouiller de partout. Non, c'est très subtil. C'est très subtil et c'est il y a un épisode qui va par exemple avoir des faux airs de un peu d'Alien, mais en même temps avec un petit peu de Jurassic Park. Mais voilà, mais c'est très subtil. C'est-à-dire si on n'a pas les refs, c'est pas grave. Genre, on va flipper, on va machin. Science-fiction classique. Ouais, complètement. Et donc plein de choses comme ça. Ouais, donc, et après, on va aller dans la voilà. NDA, ça va être compliqué. Là. Ouais, non, après moi je m'arrête là parce que sinon je vais me faire virer. Mais mais franchement, voilà. Showcase, Netflix, Ouais. animation, Ouais. Love, Death, Robot. Alors oui, on oui, a eu tiens. en plus, un petit Making explicatif, of, un petit making of de d'un des épisodes de Love, Death and Robots de la saison 3 qui a été réalisé par Monsieur David Fincher, qui est quand même un peu cher à mon cœur, et qui s'appelle, je ne sais plus, Je sais The Last Voyage ou un truc comme ça. C'est des Enfin, c'est pirates sur un bateau, voilà, c'est sur un bateau avec des espèces de crustacés. Et du coup, ils ont expliqué comment ils ont fait. Et même, il avait, avec cette envie qu'il avait, il y avait l'air de sous-entendre qu'il allait peut-être même en faire un autre pour la saison d'après et Oui, tout. parce que c'était le premier court-métrage d'animation, c'est la première fois qu'il faisait de l'animation. Ouais. Il a découvert le plaisir de pouvoir donner 50 000 retakes et de refaire un plan 12 fois. Ouais. À chaque fois que je regarde des épisodes de Love, Death, Robot, je suis un peu, comment dirais-je, entre un épanouissement total parce que je vois des choses qui me font bouillir mon cerveau et ça sort par mes oreilles et en même temps de la frustration parce que je suis un professionnel de la 3D depuis longtemps et il y a des choses je ne saurais pas les faire. Je trouve que c'est vraiment du high level. Ouais. Bon, tout est pas égal, hein, clairement. Évidemment. Il y a des épisodes qui sont moins, comment dirais-je, techniquement moins durs que avancés, d'autres, ouais. moins avancés. Mais ça reste, dans l'ensemble, quelque chose qui est hyper plaisant à regarder et parfois, merde, comme ils ont fait, c'est con. Et c'est varié en plus. Et c'est du enrichissant. contenu pour adultes. C'est de Ouais, ça l'animation fait pour plaisir. adultes. Moi, ça me Ouais. fait plaisir. Des fois, tout c'est un ça. peu weird quand même. Hein. Il y a des Oui. épisodes, honnêtement. Oui, mais tant mieux. J'ai ma compagne qui est passée derrière, elle me dit, tu regardes quoi, là? Est-il nécessaire de citer Jibaro, évidemment, qui est la grosse claque pour moi de cette saison 3. Ah, c'est une C'est merveille. complètement dingue. Une merveille de tous les instants. En parlant Mais par de contre, en réalisateurs parlant fous, de merveille, et en parlant de réalisateurs complètement incroyables. il y a un réalisateur qui est encore plus Incroyable. incroyable et encore plus attaché à mon petit cœur, c'est Monsieur Guillermo del Toro qui fait. est venu sur scène. Sur scène, il a une grosse hype, enfin voilà, c'était Pour acclamé par tout présenter- le monde et tout. Pour présenter son Pinocchio. Son Pinocchio à lui. Exactement, et son Pinocchio à lui, sa version de Pinocchio. Parce que je vous rappelle qu'il y a une version de Pinocchio qui va sortir sur Disney+, Ouais. qui est une espèce de vague photocopie Comme du ils font à chaque dessin fois. animé comme ils font à chaque fois, avec Tom Hanks qui est toujours là aussi pour faire des rôles, pour reprendre des rôles. Voilà, donc j'ai vu la bande-annonce du film Disney. Ouais, bon, ok, ils se sont pas foulés, ils ont repris les trucs, ils ont mis en 3D, et puis voilà, merci, bisous, au revoir. Alors que Par contre, là, Du coup, c'est de la 3D ou de la stop alors motion c'est de la y va. stop motion. On y arrive. C'est de la stop motion. mo à fond. Et il a sa patte à lui, c'est incroyable. Qui est-ce qui a vraiment. fait les puppets, hein Je sais pas quel studio il a Ah, mais bossé. merde, alors. Il en a pas parlé de ça. Non, il en a pas parlé, je ne sais absolument pas qui a fait Ouais. les marionnettes. C'est pas les gros studios en tout cas. Enfin, C'était les pas marionnettes. Hardman, machin, Laika. Non, non,
Mais en tout cas, il y a sa patte déjà dessus. Ouais. On a vu un peu plus que le trailer là qui était là. Il y a du gothique dedans, il y a... Guillermo del Toro. Bah oui, Guillermo Ouais. del Toro quand même. Il y a une envie Mais- de parler. Il disait qu'il voulait mettre en avant la relation entre son père et lui, le côté un peu Oui. Frankenstein, Bah, en être même un temps- mauvais père, être un mauvais fils. En même temps, Pinocchio, c'est de la pure relation père-fils, quoi. Oui. C'est Mais je trouve qu'il a ajouté c'est une. analytiquement. Il a ajouté comme une touche dans le trailer qu'on a vu où ils disent il y a une gestion du deuil aussi. Ouais. Donc je pense qu'ils vont parler aussi du père de son fils réel ou de sa mère, de sa femme ou je sais pas, j'ai pas encore saisi de qui il parlait exactement. Mais il y a vraiment voilà tous les sujets que Guillermo del Toro apprécie. Affectionne, Voilà ouais, exactement. tout Donc ça fait super plaisir parce que c'est vraiment cool. Et alors donc il est arrivé sur scène en disant moi l'animation pose to pose j'en ai plein le cul parce que et je le dis vulgairement parce qu'il était aussi en Oui, mode décomplexé total et il disait alors déjà il est arrivé en disant fuck on peut le dire l'animation c'est un film, ce n'est pas un genre. Exactement. Fuck, d'accord. L'animation, le film d'animation, c'est des films. Point barre. Donc déjà ça, il avait déjà toute la salle avec lui. Et Ça, après- c'est fait. Ça c'est fait. Et après donc il a dit voilà l'animation pause to pause. Moi j'en ai un peu marre parce que il y a un côté trop parfait. Parce que comme tu fais moins de pauses, bah tu peux faire les choses nickel. Il y a jamais vraiment de faiblesse, etc. Et justement dans la stop mo, il a demandé à ses animateurs d'animer toutes les images, d'y aller en 24 images par seconde et de laisser. S'il y a des erreurs, c'est pas grave. Ça c'est pas mais alors bon. Hein, les erreurs, on les a pas vues parce que ça Ah oui, non, défonce. on n'a rien vu. Mais c'était son idée en tout cas de dire que c'est aussi l'accident. Et moi je suis d'accord avec lui C'est dans mar- le film d'animation. C'est marrant, dans la journée d'aujourd'hui, j'ai eu un propos qui était quasiment identique sur un autre truc. Ah ouais. Non, sur mais la Virtual Cam, j'en parlerai après. On en parlera Et puis, après. ce qu'il a dit aussi, c'est que justement, le côté pause parfaite et tout ça, c'était pas naturel. Et lui, ce qu'il voulait, c'était quelque chose, c'était une animation, même en stop motion, mais naturelle. C'est-à-dire qu'il disait, par exemple, si le personnage, il a mal à la tête, eh ben, faut qu'on voit, faut pas qu'il se tienne la tête à deux mains, faut pas qu'il machin, c'est, quand on a mal à la tête, on se tient pas la tête à deux mains. On va prendre les doigts qu'on va mettre sur l'arête du nez, et puis on va froncer les sourcils, et puis voilà, c'est des On fait de l'acting quoi. c'est plus la micro-expression presque, plus que des grosses pauses bien voyantes, On fait de l'acting. comme fait Disney. Hein. Après, c'est un style, mais en tout cas, Je suis pas d'accord avec toi. Disney pousse justement. Il est dans le cartoon. Je dirais plus alors, c'est ce qu'on fait dans aussi. Arcane par Ouais, exemple. ouais, ouais. Ah oui, je suis C'est-à-dire d'accord. qu'on Oui, est oui, je comprends beaucoup ce que plus tu veux dire. subtil sur les émotions. On essaie de les apporter comme on peut, mais on essaie d'être vraiment beaucoup plus subtil. Et comme tu dis, et ça c'est marrant, c'est des règles qu'on donne aux animateurs, hein, de dire première règle de l'animation, tu veux montrer un truc, tu veux parler d'un truc qui est devant toi, tu le pointes pas du doigt. Tu t'as fait une erreur, tu te tapes pas la tête comme ça avec ta main en disant oh mais qu'est-ce que je suis bête hein. En fait c'est à dire qu'avec ton body language tu ne soutiens pas ton discours, ça n'a aucun intérêt, c'est du premier degré pur et dur et c'est chiant. Donc c'est bien pour les enfants parce que du coup enfin c'est bien et encore je suis pas forcément d'accord, ça prend les enfants un peu pour des débiles justement, mais là il a effectivement une vraie envie d'amener de l'acting en fait, simplement de l'acting, mais par contre pour ça tu vois ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut animer plus de frames. Tu peux Ouais. pas, parce que c'est ça aussi souvent, c'est que souvent les trucs pour les gosses c'est des pauses to pause, et là t'es obligé du coup avec une seule pause de raconter plein de choses, et là t'as pas le choix en fait, tu peux pas, voilà, c'est compliqué en tout cas, c'est plus compliqué. Et les images qu'on a vues, alors on a vu quoi? On a vu le trailer. On a vu une séquence déjà On a vu une de séquence. Pinocchio, justement je crois que c'était la rencontre entre Geppetto et Pinocchio, Oui, exactement. qui était trop cool hein. Là je l'explique un peu, mais Pinocchio vraiment la façon dont il est animé, Ouais. c'est vraiment une espèce d'araignée en bois. Il tu sais, est désarticulé, il apprend à se tenir voilà. debout. C'est pas le désarticulé de Disney où il y a juste la jambe qui tourne, tu vois, indépendamment de son genou. C'est vraiment, il se déplace, il est creepy en fait un peu. Guillermo del Toro. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis Non qu'il y a mais sa oui, patte. bien sûr. C'est trop bien, c'est vraiment trop. Et puis Geppetto qui se casse la gueule dans son échelle, tu sais, il monte au grenier. Ah bah parce qu'il a une Il gueule de monte bois des surtout. échelons. Ouais, j'ai entendu parler Parce de qu'il ça, s'est bourré la il est gueule la bourré, ouais. veille et Voilà. qu'il avait une gueule de bois. Ouais. Enfin, je veux dire, mais tout bon. ça, on est absolument pas dans du Disney. Ah ouais, non, vraiment pas. Mais Ça quand fait il du tombe, bien, il ça se fait tasse, du bien. Mais il cogne oui, la putain, ça tronche. fait du bien. Quand il est en haut de l'échelle, quand il voit Pinocchio, et quand il tombe, il s'éclate la tronche sur les échelons Bah, de il l'échelle. prend chaque en barreau tombant et tout. dans les mentons, dans le Mais du menton coup, ça et c'est un peu tout. goofy. C'est vraiment génial. Oui, bah il y a toujours un tout petit peu, mais c'est du goofy tellement viscéral un peu à la Del Toro encore une Ouais. fois, que t'as toujours C'est ce ce que truc j'aime. un peu creepy mélange. Et il n'y a pas de squash and stretch. Oui, bah oui, y c'est a de la pas de- marionnette. de- hein. C'est en stop. C'est de de la machin. marionnette, tu peux pas. Oui, c'est mais si, compliqué. tu pourrais accentuer. Quand tu regardes du Hardman, il y a un petit peu, Sur tu le vois, il y a un visage, côté un ouais. petit peu cartoony, machin et tout, tu vois, un Ouais, peu ouais. élastique Ouais. pour l'animation, parce que c'est comme ça. Mais là, il n'y avait pas du tout. Ou du Et Burton, c'était- qui fait du Disney aussi dans ses trucs. Un petit peu, C'est ouais, c'est ouais. pas forcément le personnage qui se détend, mais c'est les poses qui sont très. C'est ça Ouais. qui s'allonge, etc. Mais là, franchement,
c'était mais waouh. Donc j'ai carrément loupé un truc. Et même Jiminy Cricket est pas si joli que ça. Il a pas son petit parapluie et son petit par-dessus. C'est vraiment un criquet un peu dégueulasse d'ailleurs. Enfin, il a dégueulasse, pas dégueulasse mal fait, mais c'est une bestiole quoi. T'as pas envie de le prendre en câlin. C'est un insecte. Oui, c'est ça. C'est pas. Ils lui ont fait une tête ou c'est un criquet? Non, c'est un vrai criquet. Ouais, c'est ce qu'il dit. C'est vraiment l'insecte en fait. Du coup, quand il parle avec sa bouche chelou là. Je sais pas, j'ai pas vu en détail comment la bouche. Si, il parle un peu, mais en fait, on voit pas ses mouvements de lèvres. Oui, il y a comme une espèce de moustache, enfin, tu vois, de trucs comme des mandibules staches, qui font que, mais avec des yeux noirs, sans pupille, sans un truc, tu vois, vraiment un petit peu creepy, mais en même temps, tu sens que, il est gentil. Donc, avec en plus une relecture de l'histoire, enfin voilà, ça a l'air ouf. Ça a l'air oufissime. Et les décors étaient grandioses. Pardon, il y avait il faisait un petit making-of, c'est peut-être de ça dont tu voulais parler. Non, vas-y. Il avait montré un petit making-of parce que Netflix lui avait dit si, on va montrer un making-of. Et du coup, on a vu les décors et la grandeur des décors. Les décors ont été très grands. Pas comme, par exemple, chez Leica, déjà, ils sont un peu grands. Mais là, c'était vraiment très grand. Par exemple, Pinocchio ou quoi, il faisait entre 50 et 60 cm, quoi. Ah ouais, c'est balèze quand même. Oui, il y avait vraiment des trucs qui étaient très grands, très jolis. Doit être super important. L'échelle du truc. Et vous vous rappelez plus où ça a été fait? Non, malheureusement non. On peut retrouver, je pense. Ouais, faudra chercher un peu sur Google, j'imagine qu'il y a on peut trouver ça. Donc pour la petite blague, ça je la rajoute vite fait, mais il est arrivé sur scène en disant on va vous montrer le truc de Netflix là où on a un montage où tout le monde est content et qu'on sait ce qu'on fait et on fait croire qu'on sait ce qu'on fait. Par contre derrière je vais vous montrer un truc parce qu'il y a deux choses que je leur ai dit qu'il fallait que ça. Quand je leur ai dit qu'on allait à Annecy, je leur ai dit il y a deux choses qui doivent aller à Annecy, c'est mon gros cul et le trailer de ce putain de film. Même s'il est pas fini. Donc, vous allez voir des fonds verts et des armatures, on s'en bat les couilles, mais vous êtes le public qui a besoin de voir ça quoi. C'est génial, tu vois, c'est pour la chance quoi. Incroyable vraiment. Ça sera jamais diffusé. Et je finirai, jamais, pas dans cet état-là en tout cas. Putain. Et pour finir, je dirais juste ce message parce que je pense que c'est un message qui était hyper important. Il a dit vraiment que tout le monde, c'est pas que les animateurs, c'est vraiment tout le monde dans cette industrie a les moyens de pousser un détail. C'est-à-dire, tu peux être perfectionniste dans le décor, dans le personnage, dans les costumes, dans la lumière, dans la couleur, peu importe, mais en tout cas, il était vraiment là dans la salle en train de dire à tout le monde, chacun d'entre vous ici, vous avez les moyens de vous sortir les doigts, quoi, et de faire un truc incroyable. Et vous avez tous une valeur, vous avez tous une grande force dans l'animation, peu importe à quel poste vous êtes. Exactement. C'était galvanisant. La salle était galvanisée par le discours de Del Toro. C'est pour ça qu'on vient aussi sur les festivals comme Annecy. J'ai eu les poils, j'ai eu les larmes aux yeux. C'était affolant. Ouais, vraiment. Et ce type est d'une... Ça te redynamise pour un an supplémentaire de travail dans l'industrie. Et ce type est d'une humilité. Mais voilà, c'est ça. Adorable. Et il disait, si vous me croisez dans la rue, je m'en fous des selfies, je vous en ferai, mais on s'en fout. Mais venez me parler. Me pitchez pas vos projets, j'en ai rien à foutre. Me pitchez pas vos projets, mais par contre, venez me parler de ce que vous aimez dans l'animation. De ce qui vous anime dans l'animation, de ce qui vous plaît là-dedans, et on va échanger et on va parler. Mais il a dit ça pas juste pour faire le cake machin, je suis proche des gens. Non, il est vraiment t'as trop envie de faire un câlin en fait. Mais c'est ça. C'est ça. Bon, mais voilà. Dieu, je respecte cet homme. Désolé, c'était mon moment fanboy. Non, mais on a passé un bon moment dessus. Il fallait, et il a clôturé le Netflix Showcase en apothéose, quoi. C'était vraiment un truc de fou. C'était vraiment super cool. Donc voilà, tout ça pour dire que Netflix. Au début, j'ai eu un peu peur parce que je me disais merde, ils foutent de la thune partout, mais tous les projets sont un peu en demi-teinte. Tu sais, comme souvent, en fait, les mecs mettent de la thune, mais ils mettent pas suffisamment pour que ce soit vraiment un truc de fou. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du contenu pour leur plateforme, donc ils s'en foutent, tu vois. Et là, il y avait quelques projets qui disaient putain, non, en fait, il y a des trucs super cool qui sortent, et ça, c'est super, super engageant, super cool. Alors, en parlant d'engagement, justement, parlons un petit peu du Patreon. Du Patreon, oui, tout à fait. Parce que figurez-vous que vous pouvez avoir $1, $2, $3, $5, mais surtout, il va y avoir du contenu, mes petits loulous, du contenu pour les patriotes. Oui, parce que Djeko, tu parlais du MIFA, que tu rencontrais plein de gens, etc. Mais avec votre taf, je dis le vôtre, parce que c'est vraiment le vôtre, votre travail incroyable au MIFA, on a pu décoter pas mal de petites personnes qui étaient... des petites personnes, tu déconnes. Ah ouais. Oui, non, mais c'est une façon de dire, mais effectivement, elles sont pas petites, loin de là. Et donc, on va avoir des interviews exclusives. Exclusives Patreon, pour l'instant, mais en tout cas, exclusives Patreon, et elles le resteront, je pense, très longtemps. On a eu des gens de chez Unitimage. Oui. Et on parlait de Love, Death and Robots. Très cool. Voilà, merci à vous deux.
Bisous à toi. Bisous à vous deux, Dorian et Zoé. Et on a eu aussi une interview, j'ai envie de dire, très chaude. Très très chaude, puisque c'était le but Dans une de ferme. refroidir tout ça et utiliser la chaleur émise par nos CPU. Bon, ça va, il suffit Comment d'aller t'es chercher chaud, la marque. Néo, quoi. Donc Comment c'était t'es une chaud, personne Néo. de chez Carnot, Q-A-R-N-O-T. Si Et vous voilà. allez voir ce que fait cette boîte, vous comprendrez de quoi on va parler. Mais en tout cas, voilà, on a fait une super interview, c'était vraiment cool. Très technique pour le coup, hein, ça Mais change. super intéressante de et, beaucoup de choses. Technique, mais super vulgarisée. funky. Et Et super super. Super. vulgaire. Vulgaire. Non, pas vulgaire, Non, funky, funky. sympa, bah comme d'hab, quoi, dans le ton de l'émission. Non, c'est pas du tout avec vulgaire, plein de super petites technique, blagues. super Ouais, ouais. intéressante, pas du tout chiante. Ouais. À voir. À Carrément. écouter. À écouter, oui, Mais bien sûr. à écouter si vous êtes patriote. Et je vous Ah rappelle ouais. que ça va 1 euro, quoi, $1. C'est moins Ça cher va. qu'un café aujourd'hui. Hein. C'est exactement, bah, comme diraient nos amis de l'apéro du Capitaine, c'est moins cher qu'un pain au chocolat. Voilà. Et que je salue d'ailleurs, salut les gars, si vous nous écoutez. Et ce sera pas tout. J'en dis pas plus. Ah mais bah oui, pas ce tout. sera pas tout, il y en Voilà. aura d'autres aussi, parce qu'on est des oufs, malades. Donc après cette petite pause, eh ben, qu'est-ce que vous avez vu d'autre les garçons? Vas-y, hein, Djeko, à toi. Hein, là, on a bien parlé, nous deux. Hein. On est où là? On en est encore sur. Ah bah non, mais qu'est-ce que t'as Mercredi. vu On est sur mercredi encore, ouais. Moi, j'ai encore des trucs sur mercredi. Ah bah vas-y alors. J'y vais? Ouais. Eh ben, le géant des mers de Sea Beast. Ah ouais, pendant ce Ah bah moi, qui j'étais était au présenté aussi au showcase Netflix. Ah, t'étais au MIFA à ce moment-là? Comme je dis que c'était tout le temps au MIFA. Oui, Sea Beast qui avait été effectivement présenté pendant le Netflix Showcase, tu as bien raison. Et ben là, on a eu la diffusion du film complet. Et alors, qu'est-ce que ça donne? D'accord. Dragon-like, vraiment un esprit dragon, très très bien, super bien réalisé, super joli, plein d'idées, l'anime était super cool, mais scénaristiquement, pour moi, ça ne tient qu'à moi, je trouve qu'il y avait trop de facilité, beaucoup trop. Ok. C'était vraiment, c'est un chouette film, vraiment c'est un chouette film, je pense que vous pouvez aller le voir au cinéma sans aucun souci, il fonctionne en fait, il fonctionne très bien, c'est juste qu'il fonctionne trop simplement bien, quoi. Voilà, toujours pour pitcher le truc, hein, il y a une petite gamine qui est orpheline et qui rêve d'être pirate parce que dans les bouquins que la dynastie de ce monde écrit, il y a en fait des monstres qui viennent attaquer la côte et qui kidnappent les femmes qui cultivent les terres, etc. Et donc ces pirates ont pour rôle ces chasseurs de géants ont pour rôle de les tuer et de les dégager de là. Et elle est là en mode ouais, trop bien, je vais trop être pareil et tout. Du coup, il y a un moment donné, il se passe des trucs, elle se retrouve sur le bateau avec eux et tout. Puis en fait, je sais pas, elle s'en bat les reins. En fait, tout son belief system s'écroule et elle devient gentille avec le géant, quoi, à la dragon. Avec le dragon, tu vois, ouais, un peu à la la dragon. bête. Et en fait, Aquatique. c'est que des trucs comme ça. En fait, c'est que des trucs où tais-toi, c'est magique, ou tais-toi, ne cherche pas à Non, comprendre. c'est ta gueule, c'est magique. Oui, mais j'essaie d'être poli. TGCM. Et bon voilà, tout ça pour dire que il y a beaucoup de petites facilités d'écriture comme ça qui sont un peu frustrantes parce que ça aurait pu être vraiment un film extraordinaire. Je trouve aussi que c'est un film qui dure 2 heures et je trouve que c'est encore un film qui dure 2 heures qui devrait pas. Il y a des longueurs, je comprends pas pourquoi. Voilà. Et c'est dommage parce que le mec disait que c'était un film, que ça faisait 40 piges qui rêvait de faire ce film. C'est cool, hein, il l'a très bien fait, mais pour moi ça manque de. Ça tu manque nous d'un le petit vends pas. truc pour être un énorme chef-d'œuvre en fait. Tu nous le vends pas terriblement. Bon. Non, mais je veux pas que les gens se disent oh, ça va être incroyable. C'est très bien. C'est un très C'est un bon film. bon film, quoi. Voilà. C'est un bon C'est un très bon film. bon film. Ok, d'accord. Et c'est tout public. Bien évidemment. Et c'est tout public. Bien Ok, évidemment. bah ça marche. À vous les gars. Et ben ensuite, nous ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait. Alors attends, t'étais avec moi, je crois. Oui. On non, était tous les trois. on là. était. Bah oui, je suis con. Je suis couillon. C'était On cool, était tous d'ailleurs, les pour une trois. Ouais, c'est une des rares fois où on était tous les trois. Ouais. Où on a fait une conférence de Epic Games sur Unreal, leur technologie Unreal sur le temps réel. Ouais. Et sur la réalisation grâce à cet outil formidable qui est Unreal pour la 3D temps réel. Concrètement, Unreal, c'est un moteur de jeux vidéo. À la base, on fait des, À la base, oui. on fait des jeux vidéo avec dont tout est fait pour faire des jeux vidéo. Et il y a un jour, un mec, il s'est dit, tiens, c'était en 2018-2019, tiens, pourquoi on ferait pas de l'anime avec Unreal? Et en fait, il n'y avait pas d'outils d'anime du tout dans Unreal. Et en fait, le truc qui est cool, c'est qu'ils ont mis en place des outils qui permettent aujourd'hui de faire de la vraie anime. Des films d'animation, sur, tout à fait. sur cette techno. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est de jouer à James Cameron dans Avatar. Ouais, si tu veux, ouais, c'est cool de dire ça Si comme vous ça. sentez dans mon ton que je ne suis pas d'accord avec eux, c'est tout à fait normal.
Non, mais je te laisse continuer, puis après je rebondirai. Vas-y. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est petit 1, avoir la capacité de prototyper son film le plus rapidement possible, notamment sur la façon de cadrer et la façon de créer les décors aussi, puisque comme on est en 3D temps réel, on peut bouger des assets un peu comme on veut, même au dernier moment. On n'est pas obligé d'attendre un rendu et puis on l'a comme ça, on le laisse comme ça parce qu'on n'a pas le temps de le refaire. On peut le refaire parce que le temps de réalisation d'une image est nettement inférieur. T'as pas besoin d'attendre un calcul, quoi. Voilà. Il y a l'inclusion de la VRCam. Grosso modo, avec un iPad, tu bouges un peu autour de ton set avec tes personnages et tu peux créer un petit peu de variation. Alors iPad ou casque VR ou élément VR avec une fausse armature de cam. Moi, je l'ai essayé, c'est bluffant. Une fausse armature de cam avec des capteurs, comme quand on fait de la VR. Mais du coup, tu déplaces une caméra. Donc pour faire une grue, pour faire des trucs comme ça, c'est vachement bien. Tu changes l'échelle. Enfin, il y a des trucs qui sont par très rapport à très une méthode de intéressants. mise en place de caméra classique, c'est qu'on a un peu plus de vibrations, de dynamisme lié au fait qu'on est un être humain qui déplace quelque chose, donc on tremble un petit peu, et ça crée une image qui est un peu plus legit, comme diraient les Américains, un peu plus légitime. Je trouve que c'est vachement intéressant. Plus live action, quoi. Ouais, t'as enlevé tout le côté technique qui te met dans un carcan et qui te pousse à faire des choses qui sont un peu trop lisses, un peu trop faciles, un peu trop contraintes. On retrouve un petit peu le truc de Guillermo del Toro, que ça permet en fait un peu plus d'erreur et de naturel, en fait. Exactement, c'est un peu cette thématique-là. Et puis aussi, on change la méthode de production. Donc, on change la façon de fabriquer des assets, la façon de les assembler, on change les méthodes de surfacing, on change le moteur de rendu, donc ça change un peu de choses. Ce qui est intéressant... beaucoup de manières créatives, pas d'improvisation. Alors on est à la limite de l'impro des fois, et c'est là où est le danger. Le mot voilà, impro, mais c'est là où est le danger. Oui, je on pense. en parlera après. Mais je trouve que ça aide en tout cas effectivement à la créativité et à d'un coup l'impulsion sur le moment, qui fait que ça peut donner des coups de génie entre guillemets, comme on a sur les lives, comme on a sur les films live, où d'un coup on va dire putain, attends, déplace un peu la caméra là, on va mettre un couteau en plus, et puis là tu peux pas te déplacer parce que t'as un banc qui te gêne et tu peux pas le dévisser, et en fait ça te fait quelque chose d'intéressant. C'est ça, exactement. Et alors le truc qu'ils nous ont redit, c'est que concrètement en 10 minutes on fait plus de plans, mais de manière beaucoup plus importante qu'avec une méthode plus classique. On nous a montré un test qui a été fait par 14 personnes en 4 mois. C'était un trailer carrément, le machin. Ultra léché. Franchement, c'était léché. Et tu fais, putain, oui, effectivement, tu gagnes un temps de malade mental. Pour avoir testé, effectivement, avec la caméra virtuelle là, dont je vous parlais, effectivement, tu vas faire en 10 minutes, tu vas faire, pour le même plan, tu vas faire 5, 6, 12 essais, et du coup, après, tu vas pouvoir changer dans la timeline de Unreal le plan que tu veux et choisir, en fait, faire de l'editing alors que t'es en train de faire du layout presque. Et t'es pas en prévise à ce moment-là, t'es vraiment. Oui. Et t'es dans les décors, t'es dans les trucs. Ce qu'il disait, c'est que ça cassait en fait la chaîne ça change de layout, anime, machin, rendu, C'est en fait tout est en même temps. Il disait justement que ça leur permettait de directement aller jusqu'à l'editing avec des assets pas encore finis et tout ça, machin. Et du coup, moi c'est la première fois, enfin des presses comme ça, j'en ai vu un petit peu. Mais c'est la première fois que je voyais une presse avec des exemples de case study de vrais prod. Un truc concret. Voilà, pas des choses qui sont issues de chez Unreal ou d'une production un peu R&D, bien piquée. C'est ce que j'allais dire. Et de style très différent. Et de style très différent. Oui, un truc que j'ai kiffé, c'est comment ça s'appelle les Robot Brothers, c'est Gigantic Robot Brothers. Ah oui. Oui. Ouais. Série qui arrive apparemment en août sur Netflix. Giant Robot Brothers, je crois. Ah, c'était trop cool. Alors moi j'ai pas trouvé ça. Alors déjà des robots. Faut aimer les kaiju, ouais. Ouais, non mais j'aime bien. Ouais. Moi je pense que les fans de Godzilla et tout vont surkiffer. Et puis une leur anime, fameuse attention noix. et Comment ? Et leur fameuse noix. Les fameuses noix de kaiju. Pas mal. Mais c'est pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'effectivement, c'était pas une conf présentée par Epic Games ou par Unreal. Il y avait Mark Andrews, donc directeur chez Real FX, qui a bossé sur Brave, Incredibles, Ratatouille. Il y avait Elisabeth Ito, juste déjà. Il y avait Isabelle Ito qui avait fait City of Ghosts, pour laquelle elle a été oscarisée. Il y avait Brad Lewis qui avait aussi bossé sur Ratatouille, How to Train Your Dragon aussi, et Cars 2. Et il y avait Adam Valdez qui avait bossé sur Jungle Book et Lion King notamment.
Et ils ont tous, donc c'est comme tu disais, c'est tous des créateurs et ils avaient leur projet à amener sur scène. Et ça, c'est vrai que pour le coup, même moi qui étais pas, tu vois, je suis sorti sans être convaincu. Bah au moins ça fonctionne et c'est vraiment les pionniers d'un truc qui peut révolutionner beaucoup. En tout cas, eux, ils l'ont fait. C'est donc une preuve que ça peut. C'est une réalité. Donc la conclusion de cette conférence, c'était de dire, les gars, vous qui devez choisir quelque part un workflow dans vos études, etc. Si vous devez parier sur quelque chose, ça peut être pas mal. Oui, parce que nous, on est des vieux machins qui. Tu t'en parles pour toi ? Qui devons nous occuper. ouais, je parle pour moi si tu veux, hein, mais t'es dans le déni, c'est pas grave. C'est juste que voilà. Remarquez, j'ai rien dit. Hein. Il disait que effectivement, pour tous les jeunes, c'est effectivement peut-être bien la voie à suivre pour venir mettre un coup de fraîcheur là-dedans, quoi. Maintenant, bon, je peux rebondir du coup. Vas-y. Parce que moi, ce que je trouve extrêmement dangereux et tout ce que j'ai entendu m'a fait hérisser le poil au plus haut point. Oui, vraiment, je le pense. J'en ai reparlé après à midi quand je déjeunais avec d'autres personnes. Il a fallu un quart d'heure pour leur brosser. Enfin, c'est en fait, c'est que il y avait vraiment cette idée de dire, ouais, en fait, c'est cool parce qu'on a plus besoin de préparer les trucs, on s'en bat les steaks. Vas-y, on y va. De toute façon, une fois qu'on sera dans le logiciel, on fera ce qu'on veut. Et moi, je trouve que c'est ultra risqué. C'est-à-dire que Hitchcock entendrait ça, je pense qu'il se tirerait une balle, quoi, parce que. Mais il est déjà mort. Bien sûr. Ah bon. Mais s'il était vivant. S'il était vivant. Ah bah non, mais c'est une réflexion de boomer, ça je le sais. Et ce que je veux juste dire, c'est que je pense que ça serait extrêmement utile pour effectivement créer cette opportunité dont parlait le doc, qui est de tout d'un coup t'es bloqué en fait dans ta réal, et ils en ont parlé à un moment donné, ils disaient putain, ça fait 50 fois que t'expliques un truc, tu sais plus comment le dire, t'as plus les mots, t'as fait des boards, des trucs, tu trouves pas la soluce. L'avantage de ça, c'est que tu peux tout explorer et trouver un truc par hasard. Je me souviens qu'il a dit un truc qui a fait écho en moi, c'est que quand on a marre d'expliquer, quand t'as passé des années, des mois à expliquer la même chose, il y a un moment donné, tu prends le truc dans les mains, tu le fais toi-même, ça dure 10 minutes, et effectivement, t'es plus dans la transmission à ce moment-là, mais... Non, mais au-delà de ça, c'est carrément que ça peut... Je trouve que l'opportunité de te dire que t'es coincé dans le schéma classique de fabrication, t'es coincé parce que déjà ça coûterait trop d'argent de revenir au board et tout, bah là tu peux aller dedans et te débloquer en fait d'une situation que t'aurais pas pensé, tu vois, parce que c'était ça leur truc, c'était de te dire que tu vas penser différemment la façon de faire un film. Oui, mais attention, ça n'empêche pas de préparer les choses quand même, parce que ça c'est le gros piège aussi. Je pense que c'était pas leur propos. Moi c'est comme ça que je l'ai entendu, justement. J'ai entendu un truc qui m'a pas plu, parce qu'ils l'ont dit avec une phrase en double négation. C'est ça va pas changer le travail de storyboarding. Mais en fait, concrètement la méthode qu'ils ont employée pour la mise en application avec Unreal de leur représentation, c'était d'abord il y avait un petit storyboard qui était pas apparemment tu gagnes du temps parce que t'as pas besoin de l'ultra lécher. Une fois que t'as préparé tes assets, tu les mets dans Unreal, tu commences à refaire ce que t'as fait avec ton storyboard et là t'as toute l'improvisation que tu pourras jamais mettre dans un story. Oui, mais le problème c'est que moi je suis un gros amoureux du storyboard et ça m'a j'ai eu du mal à l'accepter en tant que c'est une révolution. En fait, j'ai entendu plutôt c'est un truc qui va nous faire chier. Oui, et puis j'irais même jusqu'au-delà que moi ce que j'ai beaucoup entendu, ça m'a vraiment presque choqué, c'est que c'était vraiment des gens qui pourtant ont déjà fait des films et tout, qui sont là en train de te dire bah c'est super, en fait on n'a pas besoin de penser nos trucs en avance parce que de toute façon tout va arriver en live. Il y a la meuf par exemple, je vais reprendre son nom parce que c'est pas... Merci beaucoup. Qui est là et qui dit bah c'est génial, les personnages dans le fond, je savais pas quoi en foutre, donc on a mis des cycles random et puis au bout d'un moment c'est passé devant la caméra, c'était rigolo. Bah ok, super, génial. Donc ça veut dire que t'as aucun propos en fait, t'en as rien à foutre de ce qui se passe dans ton film. Et pour moi c'est la barrière à pas dépasser. C'est juste normalement quelqu'un qui fait un film, il contrôle son image. On a parlé de Fincher, c'est l'autre extrême. Genre tu leur mets dans les pattes une application qui est presque un jeu pour eux, et du coup t'es plus dans la créativité, mais dans Exactement. l'amusement. Oui, et d'ailleurs ils ont beaucoup dit le mot entertainment, et ça aussi, tu vois, à chaque fois ça revenait entertainment, on fait ce qu'on veut. Et le côté c'est jeu random, aussi, c'est random, c'est jeu, effectivement, c'est ludique. Donc ok, il y a plein de trucs à en tirer, je pense. Mais il faut faire super gaffe, parce que je pense que ça peut créer des prods en fait où t'itères dans tous les sens et que ça fait des prods complètement plates au final. Ou bordélique. Ou juste fun, en fait. Tu vois. Je pense que c'est un outil qui doit être utilisé à des endroits. Voilà, moi je pense aussi. Et pas une techno qui doit remplir toute la prod. Ou que les deux cohabitent, c'est-à-dire que rien ne t'empêche de préparer quand même une grosse partie et de te dire ok, moi je veux quand même ces trucs-là dans mon film, tu vois. Et donc voilà, ça c'était un peu mon gros coup de gueule. Surtout que
là je parle pour mon département, l'animation c'était très flippant, il y avait que de la mocap. Ouais. Beaucoup de et en plus c'était vraiment pas beau ce qu'on a vu. Alors sur Super Giant Robots, il y a un côté non oui parce que pour le coup là, il y a tellement un parti pris que c'est cool. C'était une anime cartoon et tout machin pour ceux qui n'ont pas les images, évidemment c'était très 2D. Ils défoncent la ville n'importe comment, ils se battent ensemble plutôt que de se battre contre le monstre, ils se cassent la gueule dans tous les sens, avec des gros lasers de balade, moi j'étais fan. Voilà, donc après c'est tellement un parti pris franc. Pas souvent qu'on voit des robots de cette manière-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un parti pris tellement franc que ça plaît pas forcément à tout le monde. Ouais. Et les 3 autres, moi derrière, je les ai trouvés franchement, je les ai pas trouvés au niveau quoi. Pour des gens comme ça, je suis désolé, ils étaient là en train de survendre leur truc. Les images, elles sont mais d'un random. Et même le dernier que tu trouvais vraiment très beau, Jeko, je l'ai pas. Je trouvais bien fini, mais sans âme, quoi. Puis alors, comme tu disais, Doc, à un moment donné, le facial, il y a un problème, quoi. Ah, moi, je trouve qu'à chaque fois, au niveau mocap, pour ce genre de trucs de 3D temps réel, même, on reparlait tout à l'heure de Love, Death and Robots, même les trucs de chez Unit, etc., il y a, quand il y a de la mocap avec des images hyper léchées, de l'ultra-réalisme et tout, je trouve que les personnages ont des yeux de poisson mort, donc aucune âme derrière. Je pense qu'il y a un souci quelque part. On est vraiment encore sur une étape de l'Uncanny Valley, on doit dépasser ça. Oui, bien sûr. Et pourtant, ils avaient croisé le Meta-Human qu'ils font chez Epic. Chez Epic, dans le projet. Donc, pourtant, les Meta-Human, quand tu les vois comme ça, t'as l'impression que c'est incroyable. C'était déjà un poil mieux, mais c'était pas quand même. Après, moi, je redis encore une fois, le résultat qu'on a vu, pour la taille de l'équipe et le temps de réalisation, c'était quand même... c'est impressionnant. Non, mais je suis d'accord, mais on n'est pas là pour ça, quoi. Je vais être le mec salé et après on passera à autre chose, je pense, parce que je suis d'accord avec toi dans le fond, mais au final je m'en fous. Moi ce que je veux c'est avoir un film qui soit cool à la fin. J'ai pas envie de regarder un film en me disant ouais mais les mecs ils étaient 4, ils ont fait ça en 3 mois. Parce qu'en fait, c'est ça aussi que j'ai entendu beaucoup, ça va être génial, on va pouvoir faire 50 films par an, et ça va être trop bien. Bah, je suis désolé, c'est ce que fait Disney depuis 5 ans, et tous les films sont à chier, parce qu'en fait, ils en font trop. Il faut qu'ils arrêtent, qu'ils prennent leur temps, comme Pixar l'a fait pendant très longtemps, et qu'ils écrivent leurs histoires, et qu'ils se passent vraiment des films cool. Et moi, je trouve, et c'est une réflexion que je me suis faite pendant le truc, c'est que dans le temps long, il se passe aussi des choses. C'est important le temps long. C'est important d'avoir un film qui s'étend dans la durée, où les gens peuvent s'attarder sur les choses, etc. et pas être tout le temps dans l'euphorie comme ça en permanence, ou alors tu fais que des trucs fun, ce que fait Disney depuis pas mal d'années, et ce qu'ils nous ont montré là. Voilà, c'est tout. C'était mon... À voir ce que ça va donner, en tout cas avec Unreal et la technologie temps réel, puis il y a aussi Unity qui fait aussi du temps réel, donc voilà, à voir, mais c'est très prometteur. Ce que ça va donner. C'est une techno très prometteuse. Ce serait intéressant d'avoir des gens spécialistes de la 3D temps réel pour en parler un petit peu avec eux en termes d'animation, de films d'anime. Voilà. Du coup, pour rebondir sur la 3D temps réel, moi j'ai... Rebondi encore, ouais. Oui, mais il passe à autre chose là. C'était une conférence que j'ai vue dans l'espace XR du MIFA. Donc AR, VR, je rappelle. Mixed Reality, ouais, c'est ça, AR, VR et autres. Des trucs un peu chelous, des fois qui traînent dans les parages. Et j'ai vu Shape XR exploiter la VR comme un outil de collaboration et de création. Alors, sous ce titre ronflant... C'est du métavers. C'est du métavers. Ah putain, ils ont parlé de ça aussi. Pardon. Non mais ils étaient là en mode ouais le métavers, l'autre elle a montré on a maté mon film dans Fortnite mais super, c'est pas du tout ce que j'ai envie pour l'avenir. J'arrête. Calme Néo, maintenant tu vas prendre ton cachet. J'arrête de parler de l'Unreal conférence. Vas-y Jeko, à toi l'honneur. Ok. Ouais, on pourrait parler longuement sur le métavers et je pense que ça pourrait faire l'objet d'une émission très intéressante avec des acteurs du domaine. Coucou les gars de Virtuality ou de la Valve virtuelle. Au niveau de Shape XR et des outils de créativité et surtout collaboratifs, il y a eu une démo dans un Oculus Quest 2 de la mise en place d'un set pour préparer un environ et une action spécifique. Et en fait, le mec a posé des assets, a fait une petite anime en déplaçant des assets avec comme des postes clés de base, a montré artificiellement, mais c'était quand même bien foutu au niveau de son storytelling, que le décor allait pas bien. Du coup, il a viré le décor, il a placé 2-3 box pour réimaginer comment le layout pouvait se faire, et puis il a remplacé les box par des assets et effectivement, un travail qui aurait pris un temps plus important avec une méthode conventionnelle a pris vachement moins de temps parce qu'il était à l'intérieur de la scène, il pouvait zoomer, dézoomer, rajouter des trucs, les enlever. Et c'est vrai que c'était assez séduisant à ce moment-là.
J'ai une petite critique quand même à formuler, c'est que l'aspect visuel, tout ça, l'UI, le fait de pouvoir rentrer dans une scène avec des assets très très cheap, moi c'est vraiment rebutant. J'ai beaucoup de mal à... Alors, je peux avoir une capacité d'attraction puisque je me travaille dans le monde de la 3D. Mais en fait, si ton asset 3D il est pas ressemblant avec ce que tu es en train de faire, c'est gênant. T'es pas en train de faire. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas du vrai travail. J'ai l'impression que c'est juste vite fait un truc que tu bloques très très rapidement en 10 minutes. Et du coup, je me dis la mise en place de cette techno et l'apprentissage pour que ça soit fluide dans ton workflow, pour à la fin exporter ça à l'intérieur d'un Unity ou d'un DCC. Je me demande à quoi ça sert parce que tu vas aussi vite finalement dans un DCC. Placer des boîtes et des bonhommes et puis faire... Alors ok, tu restes à plat et effectivement tu peux pas zoomer, dézoomer, te placer derrière le personnage, changer ta focale pour voir ce que ça donne, blabla. Donc je suis assez interrogé, peut-être que c'est un gain de productivité, je suis assez dubitatif pour l'instant, à voir. Mais en tout cas, ce qui m'a intéressé et hypé, c'est que on peut faire ça à plusieurs, c'est un vrai outil collaboratif. Le mec a présenté donc une expérience XR avec un Oculus Quest 2 branché sur son ordinateur qu'il a streamé sur un écran. Et du coup, on pouvait participer en même temps. Il y a eu un effet Bonaldi d'ailleurs où le truc a pété 2-3 fois. Mais ceci dit, je trouve ça vachement intéressant le fait de pouvoir faire participer une audience à ce que tu es en train de créer. On peut imaginer dans une séquence où tu réagis à plusieurs créatifs sur la mise en place d'un plan, plutôt que de le faire tout seul, d'attendre que ça rentre, de le montrer et ensuite discuter. Là, tu le fais en temps réel. Donc sur ce point-là, je pense qu'il y a un gain de productivité qui est évident, pas sur le travail classique de placement d'objets. Voilà, ça a duré 30 minutes, c'est assez cool, très très chaud. Du coup, quand on est sorti, j'ai eu l'impression d'être dans un frigo alors que j'étais au MIFA, pour vous dire. Oui, il fait très très chaud. Ouais. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait après? Après, j'ai été voir un showcase de films de télévision au Mikado, mais j'en parlerai peut-être après. Non, vas-y. Non, vas-y, continue. Déjà, le Mikado, c'est le cinéma qui est le plus loin du centre Annecy, donc j'ai galéré comme une... Comme un rat mort. J'ai vu 3 films. J'ai vu 3 films, dont le seul qui m'a vraiment laissé un souvenir et puis une émotion un peu sympa, c'était Robin, qui est notamment produit par le studio Hardman, et qui est l'histoire d'un rouge-gorge qui se retrouve à être élevé par une famille de souris, et tout est fait en stop-mo, mais avec de la laine bouillie. Et en fait, tous les personnages, ils sont tout doux, tout froufrou là, et c'est super mignon. Y a pas de plasticine avec? Non, pas de pâte à modeler, non, c'est que de la laine bouillie. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Et grosso modo, c'est une histoire autour de l'inclusion, parce que voilà, quand t'es différent, tu fais quand même partie de la famille, blabla. Je vous raconte pas l'histoire parce que vous allez le voir sur Netflix très prochainement. C'est tout mimi, c'est 20 minutes, j'ai kiffé. Moi, j'adore la stop-mo, du coup. Puis en plus, je sais pas, le côté personnage en laine bouillie, là, ça m'a vachement plu. Ils avaient les yeux un peu collés, les yeux, je sais pas, c'était des plaques de plastique ou du papier juste. Mais c'était collé et légèrement enfoncé à l'intérieur des boules sculptées de laine bouillie, mais ça marchait vachement bien. Et bah voilà, j'étais happé, je trouvais ça mignon comme tout. Moi, à chaque fois que je vois un truc des studios de même manière, j'ai envie de postuler pour eux tellement c'est cool. Ah bah c'est magique. Ouais. Je finis un truc avec la stop mo parce que je l'ai oublié, c'était en tout début de journée, et après je te laisse finir en beauté le doc parce que je sais qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur. Voilà, comme ça finira le podcast en beauté. Très rapidement, donc savoir qu'il y a un musée de l'animation à Annecy. Qui est super cool, où on peut utiliser tous les objets, les premiers objets de l'animation et tout. Il y a tout il retrace toute l'histoire de Emile Cole, Paul Grimaud, etc., jusqu'au Shadok et la machine qui a permis de faire les Shadok la première saison, etc. Vraiment super cool, c'est une exposition permanente, donc allez-y si vous allez à Annecy, vraiment le musée de l'animation, aussi simple que ça. Comment Oh, ça doit faire 3-4 salles, c'est pas hyper grand, hein, ça se fait assez vite, donc vraiment, faites-vous plaisir. Ah bah on mettra le lien dans les notes de l'émission. Évidemment. Et le matin, j'ai donc vu un work in progress, pour ça je vais pas y passer 15 ans, un work in progress
de stop motion encore, parce que je trouve que la stop motion est très 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 présente cette année, c'est Oui. vraiment étonnant. Et c'est un film de stop motion sur les dernières années de Leonardo da Vinci, tu en as parlé. ouais, où il y a une partie en stop mo, une partie en animation 2D dans le style des dessins de Da Vinci. Et c'est très très cool parce que voilà, il y avait vraiment un très beau travail sur les costumes, toute la prod était vraiment cool, les lumières et tout machin, donc ça a l'air très 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 prometteur. Ça s'appelle Léo, tout court, The Inventor, l'inventeur, et ça sortira en avril 2023 normalement. Voilà, c'était tout, et c'est fait en France, bien sûr, c'est fait à Foliascope vers Valence. Donc voilà, c'était un super petite découverte du matin à 9h du mat. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à aller me coucher, mais avant, on va écouter tous ensemble la belle histoire du court-métrage de Doc qui l'a bouleversé. Ça m'a effectivement, c'est la dernière chose que j'ai vue aujourd'hui, et alors je vous le dis tout de suite, absolument sans honte, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que ce que j'ai vu était très beau, mais quand je dis très beau, c'est très beau, et en plus l'histoire était extrêmement touchante, et donc très bien réalisée, parce que pour me faire pleurer, faut vraiment y aller. Vraiment. J'ai un cœur de pierre, je suis un monstre. Il y avait peut-être les nerfs aussi, la fatigue qui jouait. Non, c'était vraiment... franchement, ouais. c'est... Voilà. Donc je suis allé voir P.H. and Ben's Fantastic Journey. En fait, c'était un making-of d'un court-métrage qui s'appelle Canary. Donc réalisé par Pierre-Hugues Delaire et Benoît Thériault, donc deux Québécois que je salue, donc PH pour Pierre-Hugues et Ben pour Benoît, hein, vous avez fait le... Ouais. Au début, la présentation, tous les deux, très drôle, très très cool. Entre les deux, ils étaient là à discuter, à déconner, ils avaient fait leur petite presse avec des petites conneries dans la présentation vidéo et tout ça. Et puis d'un coup, ils ont dit bon allez, on vous montre le court-métrage en avant-première. C'est la première fois qu'on le montre, etc. Vous nous direz ce que vous en pensez. Alors qu'ils nous avaient teasé le truc, ils nous avaient montré un teaser, ils nous avaient montré 2 petites images, 2 petits machins, puis ils disent allez, on vous montre tout le court-métrage. Et le court-métrage, ça se passe dans une mine. Pas vous raconter toute l'histoire, la genèse et tout ça, mais ça se passe dans une mine avec un petit garçon qui est mineur. Et puis avec toute une équipe de gros gars moustachus et avec une carrure de déménageurs bretons. Et donc ce petit garçon est normalement en charge du Canary, parce que vous savez, je sais pas si vous savez, dans les exploitations, dans les mines de charbon et dans les mines tout court, quand les mineurs creusaient, il fallait un canari pour détecter les poches de méthane. Puisque le méthane est un gaz inodore, incolore, mais qui peut bien évidemment exploser. Grisou, comme vous le... Exactement. C'est exactement ça. Et en fait, ils se sont aperçus que un canari en cage, s'il y a du méthane, lui il va le sentir et il va tomber. Alors pas raide mort, il peut, si c'est vraiment une grosse concentration, mais en tout cas il tombe dans les pommes. Et donc dès que le canari tombe dans les pommes, ça veut dire qu'il y a du méthane, une poche de méthane, donc tout le monde se barre pour ne pas le respirer déjà, pour ne pas tomber dans les pommes, et puis pour ne pas le faire exploser. Puis si explosion il y a, donc coup de grisou, du coup ça évite que tout le monde soit ratatiné avec la poche de méthane. Et donc ce petit garçon a ce canari sous sa responsabilité, et puis alors il fait des blagues, c'est un peu le côté je fais peur, toi le petit garçon qui criait au loup. Et il y a une connivence qui se crée entre ce petit garçon et ce canari. C'est un court-métrage où il n'y a absolument aucune ligne de dialogue. D'accord. Mais alors ça a été fait chez Rodeo FX qui font, alors je vous raconte pas la suite parce que il veut pas nous spoiler. Mais il y a ce côté-là, donc il y a toute une relation, etc. avec ce petit oiseau qui est extrêmement touchante, surtout à la fin. J'ai encore des frissons rien que d'en parler. C'est voilà, ça m'a retourné comme une vieille chaussette. Donc ça a été fait chez Rodeo FX qui habituellement font des VFX, c'est-à-dire ils ont fait par exemple ils ont bossé sur une petite série de médiéval fantastique, je sais pas si vous l'avez vu, ça a pas fait beaucoup de bruit, c'était Game of Thrones. Le jeu du trône. Voilà, c'est ça.
Donc ça, entre autres, et puis des Marvel, des machins, c'est des énormes acteurs des VFX qui font un travail absolument magnifique, je trouve. J'admire vraiment leur travail. Souvent leur démo reel, elle est remarquée, je trouve. Hein. Oui, C'est puis vrai même, que- enfin, voilà, c'est vraiment d'excellents artistes, je vois pas, et d'excellents techniciens. Enfin, on est vraiment sur le haut du haut du panier. Mais ils n'avaient jamais fait de film d'animation. Ah, c'est leur premier. Ouais, ok. C'est leur premier. Et les deux réals sont des réals qui se sont fait énormément remarquer, notamment sur Vimeo. Leurs courts-métrages sont sur... Enfin, leurs pubs sont sur Vimeo, parce qu'au départ, ils faisaient de la réalisation de pubs. Ils en ont fait à peu près une cinquantaine. Ils ont, je sais pas, 35-40 ans, les deux. Et ils ont toujours bossé ensemble. Bonjour le corbeau. Mais avec une qualité, sans mentir, une qualité Pixar. Oh, Ok. ta gueule, le corbeau, enfin ça commence Il à est pas suffire. content, on hein. parle d'un canari. Il est jaloux. Il est jaloux. Et donc ils ont fait des pubs, et effectivement on a vu quelques extraits de pubs absolument magnifiques, dans différents styles graphiques, pas que Pixar, joli, machin, tout ça, mais des trucs qui ressemblent un petit peu à de la pâte à modeler, des trucs qui ressemblent un petit peu même à de la laine bouillie, etc. Enfin voilà, des choses très très jolies et inventives et vachement bien, et avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de sensibilité, etc. Et donc ils se sont dit... Ils ont eu cette histoire, donc comme je vous dis, je vous raconte pas la genèse, mais ils ont voulu raconter cette histoire, et ils ont pris des gens de chez Rodeo, entre autres, pour faire ce court-métrage, et donc ça a été réalisé dans les studios de Rodeo, et c'est vraiment, c'est du Pixar sans être du Pixar. Ils avaient un lien avec l'histoire pour que ça soit si touchant. Ils ont dit que c'était un truc par rapport à leur enfance ou quelque chose. Non, rien à voir. Non, c'est un quelqu'un qui leur a raconté une histoire de son grand-père qui était mineur. Ok. Voilà, enfin, ils sont tombés sur différentes choses, et puis ils ont eu une idée de cette histoire, etc. Et puis il y a le directeur graphique qui est, enfin le art designer qui s'appelle Gabriel Gomez, qui est français. Cocorico, qui s'il nous écoute, je le salue, et je le salue bien bas parce que son travail est absolument magnifique, mais magnifique, et toute sa recherche graphique, et c'est lui qui a fait les color scripts, qui a fait, et quand on a vu l'étalage des color scripts, ça passe par toute la gamme de couleurs, c'est vraiment, enfin c'est un travail au niveau design, au niveau artistique, absolument magnifique, au niveau animation, etc. Enfin, tout est vraiment parfait dans ce court-métrage. Et en plus, extrêmement touchant, et je vous dis, moi, j'en ai vraiment pleuré. Et les réalisateurs, quand le court-métrage s'est terminé, il y a eu bien évidemment une explosion pas de coups de grisou, mais d'applaudissements. Et les deux qui étaient au début très fun, machin, qui faisaient les rigolos, à dire P.H. and Ben's, vous allez voir, c'est comme on est des crèmes glacées, pour faire écho à Ben & Jerry's par exemple. Voilà, à faire des blagues et tout ça, machin. Ils étaient émus aux larmes aussi de voir l'accueil du public, et c'était la première fois qu'ils le montraient, et c'était aussi touchant de les voir touchés, et on était tous touchés, et on était cool, tous tout le à monde se essuyer tait. nos petites larmes sur le coin de Il s'est l'œil. passé quelque chose dans la salle. Ouais, Il s'est ouais. passé un putain de truc. On a raté un truc, Jacob. Ah, non, honnêtement, les gars, vous avez vraiment raté un truc. C'est con parce qu'il restait des places, donc j'ai pensé très fort à vous. Voilà. Et alors, alors là, c'était pour la note, la petite note sensible et la petite corde sensible la grosse corde sensible que ça a touché en moi. Mais en plus, ce court métrage a été réalisé à 90% sous Houdini. D'accord, ouais. Donc au niveau pipeline, au niveau tout ça, ils ont fait des choses au niveau, ils ont bossé à la séquence pour le cours. Ils ont fait bien évidemment les FX, machin, tout ça commençait sous Houdini, mais ils ont animé sous Houdini. Ils ont créé tout un vraiment plein de choses grâce à Houdini. Donc voilà, c'est possible de faire un court-métrage sous Houdini. Bah oui, parce qu'ils ont 90%, c'est énorme. Alors 90% parce qu'ils ont utilisé Redshift pour le rendu.
qui n'est pas voilà, mais via Solaris, donc qui est le moteur de rendu de enfin en tout cas l'environnement de rendu de Houdini, mais ils ont utilisé Redshift pour vraiment sortir les images, mais voilà, mais en tout cas du layout jusqu'à quasiment le rendu, ils ont utilisé Houdini, et c'est une petite merveille. Pour le hair et le fur aussi, un grand chapeau à Martine Chartrand, qui a fait un travail absolument dingue au niveau des cheveux et des poils de l'oiseau, etc. Il y avait un petit reportage qui a expliqué tout ça. Punaise, mais bravo. Et puis Vincent Fortin qui a fait, bien évidemment, qui a un pape de Houdini qui était là pour les fixes, etc. Et puis ça a toute sa maîtrise technique de Houdini. Donc voilà, vraiment bravo. Moi, c'est pour l'instant, moi, c'est ce qui tient la palme, en tout cas. Le cristal d'Annecy de Doc, c'est ça. Ouais, moi, mon cristal d'Annecy, pour moi, c'est celui-là. Oui, parce qu'il est pas en compétition, hein. Alors, il est pas en compétition, exactement, mais je sais pas quand est-ce qu'il va être dispo. Oh ouais, bah alors là, le temps qu'il fasse le tour des festoches et tout, à mon avis, c'est pas demain la veille. Voilà, à voir. Peut-être guettez-le sur Vimeo, parce qu'apparemment, ils sont très en lien avec Vimeo. Et peut-être que nous les aurons. Alors ça serait dans l'émission. Moi, j'aurais vraiment envie de discuter avec eux, parce qu'ils sont en plus, ils sont adorables. Donc, en tout cas, ça t'a touché, pardon. Ça m'a shooté, ça m'a touché, ça m'a tout fait. Mais non, vraiment, c'est un gros bijou. Voilà. Eh ben, une bien belle. Je m'arrête là parce que sinon je pour terminer. Ouais. Et puis je vais me remettre à pleurer, putain. On a fait un bon gros podcast en plus, donc on finit sur une très belle. On est désolé si c'est trop long, si c'est machin, mais en tout cas, voilà, on avait beaucoup de choses à dire. Mais non, c'était un énorme double jour encore, je crois, vraiment. Enfin, tout ce qu'on vient de dire là. En tout cas, on est bien défoncé, on est bien fatigué, c'est super dense en fait, un festival comme celui-là, si on veut voir un tout petit peu finalement, le maximum de choses. Même, on peut pas tout voir, c'est impossible. Bien sûr que non. Mais c'est quand même une mission, quoi. Et notre Géco a la chance de partir demain, mais nous on est encore là pour 2 jours avec le doc. Il y en a encore plein de choses à faire. qu'on tienne jusque là. Je vais pas y arriver. Si, on va y arriver. Non, on va y arriver parce que surtout, voilà, on voit des choses absolument incroyables dans tous les sens du terme, au niveau technique, au niveau artistique, au niveau hardware, au niveau plein de trucs. C'est venez au Festival d'Annecy si vous n'y êtes jamais allé, et puis si vous y êtes déjà allé, retournez-y, parce qu'il y a toujours des choses totalement incroyables à voir et à faire. Et voilà. Bah oui, très bien. Et on continuera, et voilà. Et puis c'est pour les auditeurs, parce que qui n'ont pas la chance d'y aller, ou qui ont la chance d'y aller mais qui n'ont pas vu les mêmes choses que nous. Voilà, c'est vraiment voilà, ça nous fait plaisir, et on est content, les gars, non, ou pas? Ouais. On est fatigués, mais vraiment content. Vraiment, je trouve que c'est une super année, vraiment une super année d'Annecy, là, c'est cool. Après être revenu après 2 ans de Covid et tout ça, là, putain, ça fait plaisir. C'est vraiment une putain d'année, un putain de festival, voilà. Pardon pour le putain 3 fois, mais voilà, je suis Guillermo del Toro, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Bon, en tout cas, merci les gars, merci pour votre courage, et merci de tout ce que vous faites pour le podcast. Merci pour ta confiance, le doc. Et puis, gros bisous les bipèdes. Gros bisous les bipèdes. Salut les bipèdes. Et puis à bientôt pour d'autres émissions. Bisous. Ciao.